Bonjour chers amis. Euh, J'ose espérer que vous m'entendez bien. Je ne suis pas très habitué au live Facebook, donc je crois qu'on m'entend bien et que tout est beau en tout cas. J'avais promis d'échanger avec vous aujourd'hui sur plusieurs questions d'actualité. Bien entendu, je tiens à m'excuser aussi auprès des gens qui m'ont souvent écrit et qui m'ont souvent demandé de faire des lives, qui ont voulu comprendre certains événements et qui m'ont demandé d'intervenir par live vidéo. Je ne suis pas très habitué à ce genre d'exercice, à faire des lives tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me faire violence d'une certaine manière pour répondre à vos desiderata. Donc, je suis votre serviteur, donc je vais essayer de répondre à des questions s'il y en a. J'avais promis de commencer à 14 heures, heure de Montréal, 20 heures, heure de Paris. Je pense qu'on a un peu dépassé l'heure, mais je tiens à m'en excuser aussi. Bien entendu, il y a plusieurs sujets d'actualité actuellement. Comme vous le savez, la situation en Afrique du Sud, euh, la situation au Congo et dans plusieurs pays africains. Bien entendu, sur l'Afrique du Sud, j'avais fait une petite réflexion sur ma page Facebook que certains certainement lu. Euh, dans cette intervention, je disais clairement que on ne peut pas comprendre la situation actuelle si on n'a pas le regard braqué sur le passé. Et je mettais en évidence l'héritage de Nelson Mandela. Bien entendu, cela a provoqué beaucoup de réactions parce que quand on parle de Nelson Mandela, il y a toujours des réactions. C'est une figure importante de l'histoire africaine et on ne peut pas rejeter cela ou refuser cela. En revanche, je pense qu'il faut toujours, quand on analyse ces genres de questions, les Africains doivent prendre aussi, avoir l'habitude d'être froid dans l'analyse des événements, des situations, que d'être parfois très émotif, parce qu'on aurait cité le nom de telle ou telle autre euh, personnalité qui a marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire du continent africain. Moi, en ce qui me concerne, pour revenir à ce que je disais sur le cas de Nelson Mandela, de l'héritage Mandela pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je tiens d'entrée de jeu, d'emblée à rappeler que je ne suis pas là pour faire du Mandela bashing, parce que quand on fait un travail critique froid, il y a certains compatriotes africains qui vont penser que bon, il est là, il critique Mandela, il fait non. Je pense que le rôle des intellectuels ou des penseurs, ou appelez-le comme vous voulez, c'est d'analyser les événements à froid, d'essayer d'apporter des clés de compréhension à certains événements afin d'éclairer la communauté ou les masses. Et quand j'ai parlé de l'héritage de Mandela pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, j'ai simplement voulu faire voir que si aujourd'hui des Sud-Africains s'attaquent, dépouillent d'autres Africains de leurs biens, voire les tuent, c'est simplement parce qu'il y a un problème de pauvreté extrême dans ce pays qui perdure depuis l'époque de l'apartheid. Et que si plus de 20 ans après l'apartheid, les Noirs vivent dans des situations intenables, ce n'est pas, et il faut se dire la vérité, ce n'est pas la faute nécessairement des Blancs, comme on dit, parce que j'ai entendu aussi des gens dire que, effectivement, pardon, les Blancs, tout ça, c'est les Blancs. Moi, je ne partage pas cette façon de voir les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir la responsabilité et le courage de se regarder en face et de dire que les dirigeants de l'ANC, les dirigeants actuels de l'ANC, les Noirs qui dirigent aujourd'hui ce pays ont failli à leur mission qui est de sortir la grande majorité des Noirs sud-africains de la pauvreté. Ils ont failli à leur mission de mettre fin à l'apartheid, cette fois économique. Parce que euh, quand bien même on dirait que les Noirs sont au pouvoir, quoi que ce soit, ce sont les mêmes Blancs, les tenants de l'apartheid, les pouvoirs, ceux qui avaient le pouvoir, les détenteurs de pouvoir économique qui ont gardé leur pouvoir économique. Et donc ça, c'est un fait indéniable. Maintenant, j'ai suivi aussi des gens qui ont dit, oui, mais Mandela n'avait pas le choix, parce que j'ai expliqué que Mandela est sorti de prison à la suite non pas d'une lutte, mais des négociations secrètes avec les tenants de l'apartheid. Donc c'est en fonction de ces négociations-là que des décisions ont été prises par la suite.
Alors, le dire ne veut pas, ne signifie pas que Mandela est un vaurien qui n'a rien fait. Non, c'est simplement essayer d'attirer l'attention sur des décisions qui ont été prises et qui, encore aujourd'hui, hypothèquent l'avenir des millions de Sud-Africains, des millions de Nord-Sud-Africains, avec des conséquences que nous voyons aujourd'hui au niveau du continent africain. Et donc, euh, quand on regarde, on analyse à froid les négociations, on comprend que ces négociations avaient un seul but, permettre au système qui était là, donc l'apartheid, de se pérenniser, mais sous une autre forme. Donner le pouvoir politique aux Noirs et conserver le pouvoir économique tout en propulsant un groupe de Noirs au sommet de l'État, de sorte à ce que ces Noirs-là puissent anesthésier toute capacité de réaction, de révolution de la part des masses populaires noires. Et ces Noirs sont devenus les alliés, les meilleurs alliés du système qui les combattait, qu'ils ont combattu encore hier, durant l'apartheid. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Bon, j'ai vu des gens qui ont dit que ce n'était pas la faute de Mandela, dans sa position, il n'avait pas le choix, patati, patata. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que avancer ce genre d'argument revient à dire que les Noirs ou même les Africains doivent toujours prendre des arrangements avec ce que je pourrais dire leur existence ou même leur survie en tant que peuple. C'est comme ça que je le vois. Ceux qui le disent aussi sont des gens qui n'ont pas une bonne conscience historique et qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la maîtrise en fait de l'histoire de ce pays qui est l'Afrique du Sud. Et je dois dire ici que Mandela est sorti de prison à un moment charnier. Ce moment, c'est la fin de la guerre froide. Ce moment, c'est la dislocation du mur de Berlin. Donc, qu'on le veuille ou pas, Mandela allait sortir de prison. Qu'on le veuille ou pas, les temps avaient changé. Qu'on le veuille ou pas, ce monsieur, ou en tout cas n'importe quel autre leader charismatique de l'ANC allait se retrouver à la tête du pays. Mais voilà, pour mieux comprendre cette démarche-là, il ne faut pas regarder ça avec les lunettes africaines qui consistent à dire oui, mais Mandela a fait 27 ans de prison, si tu n'as jamais fait la prison, non, ça c'est souvent des choses, ça amuse la galerie. Il faut analyser ça à froid. Quand vous analysez ce genre d'événements, il faut toujours vous mettre à la place de celui qui a l'initiative. Il faut se mettre à la place de celui qui entame la démarche. Et ici, je dis qu'il faut se mettre à la place des tenants de l'apartheid. Parce que ce sont eux qui ont été à la manœuvre. Ce sont eux qui ont compris qu'il fallait enclencher des négociations secrètes. Pourquoi? Parce ils étaient dans une perspective, ils étaient dans le moyen, leur stratégie, de mon point de vue, s'inscrit à moyen à long terme. Ils avaient compris que les règles du jeu allaient inéluctablement changer. Ils ont pris le devant. Et ça, c'est très important pour les Africains qui, généralement, il faut qu'on se dise la vérité, n'ont pas l'habitude de prévoir. Ils n'ont pas l'habitude de peaufiner des stratégies à court, à moyen et à long terme. Généralement, nous avons l'habitude d'improviser. Mais les tenants de l'apartheid, eux, avaient compris, bien avant la libération de Mandela, qu'il fallait entamer une démarche qui allait leur permettre d'assurer une forme de changement dans la continuité. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Si vous êtes en face d'un adversaire, si vous êtes en face de vos adversaires, n'essayez pas seulement de les étudier avec vos propres lunettes. Vous devrez aussi les étudier en essayant de rentrer dans leur tête. Entrer dans leur tête pour voir comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils projettent d'agir envers vous. Et c'est seulement comme ça que vous pourriez être en mesure d'anticiper leurs actions. Mais si vous vous asseyez, vous ne peaufinez rien et vous vous dites, ils viennent nous voir pour négocier, négocions, nous allons voir le pouvoir politique, nous allons courir vite, vous n'allez jamais réussir à gagner, vous n'allez gagner aucun combat. Et généralement, quand vous regardez le cas du continent africain, c'est comme ça que les situations finissent souvent. Et c'est comme ça que les systèmes sont toujours en place parce que ceux qui viennent vers vous pour négocier ont une feuille de route. Et vous qui les accueillez, vous n'en avez aucune. Ce qui fait que vous allez négocier en fonction des règles du jeu qu'eux auront établies. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans cette condition que Mandela s'est retrouvé. Et que Mandela, et on semble souvent l'oublier, quand Mandela était en prison, on n'en parlait plus. C'est Winnie Mandela qui a ravivé la lutte, qui a gardé la flamme allumée. Et quand les tenants de l'apartheid ont compris que
on s'acheminait vers la fin du système, ils ont pris le devant et c'est comme ça qu'ils ont anticipé en rentrant en contact avec Mandela, qui, de leur point de vue, était prédisposé à mieux négocier avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Mandela était un libéral. Et là encore, c'est très important de comprendre que l'adversaire vous étudie. Si vous n'avez pas, si les Africains n'ont pas l'habitude d'étudier leurs adversaires ont l'habitude de les étudier. Et ici, l'exemple de Mandela est un exemple patent. Parce qu'il savait que de la plupart des leaders sud-africains qui étaient là, c'est lui qui était ouvert aux intérêts libéraux. C'était le noir qui avait une prédisposition, ce que j'appellerais une prédisposition libérale. Vous n'allez pas négocier avec quelqu'un qui n'est pas prédisposé à négocier avec vous ou qui ne partage pas les vues qui sont les vôtres. Et même si vous le faites, vous aurez davantage de difficultés que si vous négociez avec quelqu'un qui a une certaine prédisposition et qui partage d'une certaine manière vos points de vue ou l'idéologie qui est la vôtre. Et c'est comme ça que Mandela a été approché. Et ils l'ont approché bien avant le début des négociations. Je tiens à rappeler que quand Mandela a été opéré, je crois, de la prostate, je ne sais plus de quoi, en tout cas, il avait été opéré, il avait été visité par qui? C'était par le patron du boss du service secret sud-africain. C'est pour dire que c'était des gens qui l'avaient repéré, qui ont gardé un œil ouvert sur lui, pardon. Je peux vous donner un exemple similaire. Quand la CIA a repéré Mobutu, quand il était encore journaliste, quand il travaillait encore comme journaliste, mais ils l'avaient repéré et le moment venu, ils sont entrés en contact avec lui et quand il a fallu avancer les cartes, ils l'ont activé entre guillemets et Mobutu a pris le pouvoir et il a été maintenu à la tête du Congo avec l'aide des États-Unis. Il faut comprendre cela, c'est que en gros, l'adversaire anticipe parce qu'il planifie. Deuxièmement, l'adversaire vous comprend parce qu'il prend le temps de vous étudier. Et si vous ne l'étudiez pas, vous ne pouvez pas le battre, vous ne pouvez pas le vaincre. C'est pour cette raison que dans le débat sur l'héritage de Mandela, vous avez beaucoup d'Africains qui vous disent, ben oui, vous savez, Mandela n'avait pas le choix, il aurait dû faire autre chose. Mais en réalité, c'est parce que ces Africains n'ont jamais pris le temps d'étudier leurs adversaires, de comprendre dans quelle perspective eux ont manœuvré. Et c'est ça tout le problème du continent africain. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les luttes que les Africains mènent ne conduisent souvent à rien. Même aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qu'on dit, le panafricanisme, tout ce que vous voulez, souvent ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez, quand vous étudiez les gens, vous savez voir que ce sont des luttes, je touche le bois, j'espère que ça va aboutir parce que contrairement à ce que certains pensent, c'est une parenthèse, je ne suis pas contre le panafricanisme, mais je suis contre ce que certains ont fait de la lutte que les pères des indépendances ont lancée dans le cadre du mouvement panafricaniste. Je suis contre ça. Je suis contre ce que j'appelle la théâtralisation du combat pour le panafricanisme. Moi, je suis pour un panafricanisme des cœurs. Je suis contre des gens qui se prétendent panafricanistes et qui sont prêts à soutenir des dirigeants qui tuent d'autres Africains comme des gens comme Kagame parce que l'Occident l'a encensé. Je suis contre ça. Donc, que ce soit clair. Mais pour revenir sur le cas de Mandela, je crois que Mandela a fait ce qu'il a pu faire, je crois. Le plus important n'est pas de taper sur Mandela, c'est de tirer le leçon du combat qui a été le sien. De tirer ce leçon, de voir où il a bien joué ses cartes et où il a échoué et d'essayer d'avancer avec de nouvelles perspectives. Parce que si nous restons là à dire ben Mandela, Mandela, parce que le Mandela que nous avons, il faut qu'on se dise la vérité, c'est le Mandela qui a été fabriqué, propulsé par le cartel médiatico-financier occidental, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a fait beaucoup plus de bruit sur Mandela et on a diabolisé en même temps un personnage comme Robert Mugabe. Alors que les deux pays, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, étaient dans les mêmes, connaissaient les mêmes problèmes, mais l'un a réussi d'une certaine manière, avec beaucoup de difficultés, je parle ici du Zimbabwe, de se tirer d'affaire. Alors, il y a un détail qui est très important à comprendre sur le cas du Zimbabwe, parce que j'ai suivi, et vous allez suivre, d'abord, je suis content d'une chose. Je suis content du fait que, depuis l'annonce du décès du président Mugabe, il y a eu une forme d'unanimité au niveau des chefs d'État africains et même de beaucoup d'Africains pour saluer le combat de
du président Mugabe et pour saluer le fait que, et pour relever qu'il était un grand leader. Je trouvais que c'était un détail, quelque chose, une démarche qui est très importante. Pourquoi? Parce que généralement, les héros, entre guillemets, africains sont imposés de l'étranger. Et on nous dit qui est bon, qui n'est pas bon. Et puis, les Africains ont terrible, et puis, plus que dans la plupart des journalistes africains, la plupart des chercheurs africains ne font pas souvent un travail de fond sur leurs dirigeants, sur les systèmes que nous connaissons. Ils préfèrent beaucoup plus abreuver de ce qu'on en Occident que de faire un travail de fond. Ça fait que nous avons une vision qui est erronée de nos propres réalités, parce que ces réalités nous sont imposées de l'étranger et sont repercutées, parfois entretenues par des universitaires ou des intellectuels africains qui ont constamment gardé les lunettes occidentales au lieu de mettre leurs propres lunettes, d'examiner les faits de manière très froide pour en déceler les tenants et les aboutissants. Donc quand je vois l'unanimité autour de l'unanimité quand même qui a été constatée depuis le décès du président Mugabe, je le salue, parce que là, ça montre quand même qu'il y a une Afrique qui commence à essayer de penser autrement. Et vous allez d'ailleurs constater qu'il y a eu un certain malaise dans beaucoup de médias occidentaux que je suivais sourire en coin, qui disaient oui, c'est un grand leader, mais on s'en fout de ce que l'Occident pense. Et je ne dis pas ici que Mugabe était un homme qui n'avait pas, qui n'avait que de qualité. Non, il a eu beaucoup de défauts. Moi, je le reproche son ivresse de pouvoir, je le lui reproche. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Pourquoi Mugabe est devenu la bête noire de l'Occident? Pourquoi est-ce qu'on a voulu le renverser? Pour le comprendre, il faut avoir le regard braqué sur le Congo. Les problèmes de Mugabe ont commencé quand Mugabe est intervenu au Congo en 1998, en août 1998, à la suite de l'agression rwando-ougandaise parrainée par les États-Unis et qui avait pour objectif de renverser Laurent Désiré Kabila. Et donc, quand on a voulu renverser Laurent Désiré Kabila, des pays comme le Zimbabwe, la Namibie et l'Angola, membres de la SADC, comme la RDC, sont intervenus auprès du gouvernement congolais. Pourquoi? Parce qu'en tant que membre de la SADC, quand un pays membre de la SADC est agressé, les autres pays, selon les textes de la SADC, doivent intervenir pour le venir en aide. Et c'est pour cette raison que le Zimbabwe, de Robert Mugabe est intervenu, la Namibie est intervenue, et puis l'Angola. Mais il y a un pays qui n'est pas intervenu, mais qui est membre de la SADC, qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, de qui? De Nelson Mandela. Et ça, c'est un détail très important qui le Congo m'a permis de comprendre, en fait, qui étaient les gens qui dirigent l'Afrique du Sud. Ce n'est pas, encore une fois, j'insiste pour faire du Mandela bashing, mais moi, je fais une analyse froide des événements. Je n'ai pas d'état d'âme quand j'analyse les événements. L'Afrique du Sud est le premier pays africain et même parmi les premiers pays au monde à soutenir l'invasion du Congo-Zaïre en 1996. L'Afrique du Sud, du président Mandela, a soutenu la déstabilisation du Congo. Alors moi, je me suis souvent posé la question, et c'est d'ailleurs cet événement qui va me pousser à me poser des questions sur Mandela. Je me suis dit, si cet homme que nous aimons tous intervient au Congo, soutient un projet approuvé par l'Occident, il y a un problème. Et c'est à partir du Congo que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au camp Mandela, parce que je ne pouvais pas comprendre qu'un grand leader comme Mandela, un homme qui s'est battu qui a combattu l'apartheid de toutes ses forces, un homme qui a fait la prison, un homme que beaucoup des pays africains ont défendu, je ne pouvais pas comprendre comment cet homme-là pouvait intervenir ou approuver ou soutenir un projet qui était parrainé par les États-Unis. Parce qu'en 1996, quand la guerre commence contre le régime du président Mobutu, c'est vrai que l'Angola n'est pas en première ligne, mais l'Angola soutient diplomatiquement le Rwanda et militairement parce que, pas l'Angola, l'Afrique du Sud, le président Mandela, qui est, je dois le rappeler, le premier pays au monde à avoir fourni des armes au Rwanda du président de Paul Kagame. C'est l'Afrique du Sud, le président Mandela. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. J'ai compris qu'il fallait que je gratte un peu. Et j'ai gratté, je me suis rendu compte que les Sud-Africains jouaient un jeu trouble. Même quand il y a eu les négociations de paix, dans le navire Utenika,
entre le gouvernement zaïrois de l'époque et le camp de Laurent Désiré Kabila, qui est en fait un paravent du Rwanda, de l'Ouganda et des États-Unis. Mandela était le médiateur. Publiquement, Mandela appelait à une signature, à la signature de l'accord de paix entre les deux parties. Mais en sous-main, Mandela demandait à Laurent Désiré Kabila de continuer la guerre. Et on le sait aujourd'hui. Et il y a un détail important que je dois apporter. Quand j'écrivais le livre Stratégie du chaos et du mensonge, pendant l'écriture de ce livre-là avec M. Honoré Ngbanda, qui était, comme vous le savez, le conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu et qui était aussi l'ancien patron des services de renseignement, pendant qu'on écrivait ce livre, je me suis replongé dans son livre sur le dernier jour du maréchal Mobutu. Ainsi sonne de glace, je crois que... Ah oui, il est là. C'est ce livre-là. Les derniers jours... Pardon, vous allez m'excuser. C'est ce livre. Ainsi sonne de glace, les derniers jours du maréchal Mobutu. Je me suis replongé dans ce livre et en le lisant, je suis tombé sur une partie où M. Ngbanda explique une scène en Afrique du Sud où il devrait y avoir, au début de la guerre, une rencontre entre Laurent Désiré Kabila et le président Mobutu. C'est une rencontre qui devait être secrète, qui n'était connue de pas grand monde. Il y avait seulement le président Mandela et quelques personnes qui étaient au courant de cette affaire. Et M. Ngbanda explique dans son livre que, à la veille de cette rencontre-là, Mandela a fait une bourde en le révélant aux grands médias. Ce qui a causé un terrible émoi à Kinshasa, un peu partout. Le président Mobutu a été sous pression à ce moment-là, parce que cette rencontre-là allait permettre à Mobutu et à Laurent Désiré Kabila de discuter de la guerre, parce que Mobutu savait pertinemment bien que derrière lui, c'était les Américains, c'était les Rwandais. Et Kabila, avec Mobutu, allait discuter entre Congolais pour trouver une solution à cette crise. Et donc, cette rencontre a capoté quand le président Mandela a révélé ça aux médias par inadvertance, d'après ce qui a été écrit. C'est d'après ce que M. Ngbanda a écrit. Et après, en lisant toujours le livre, il y a une partie où Honoré Ngbanda explique qu'il est avec Thabo Mbeki, ils sont en Afrique du Sud, dans le bureau de Thabo Mbeki. Après la bourde, il parle avec Mobutu au téléphone en lingala, et Mobutu lui demande, Yakonzo les salue, Mobutu lui demande, est-ce que vous êtes seul, vous êtes qui, vous êtes avec qui? Et Laurent Ngbanda lui répond, je suis avec Thabo Mbeki. Il lui répond en lingala. Et Mobutu lui dit, appelle-moi quand tu vas être seul. Et quand j'ai vu cette partie, j'étais très intrigué. Et en discutant avec M. Honoré Ngbanda pendant l'écriture de notre livre, je lui ai dit, mais Kouloutou, papa, il y a une partie dans votre livre sur Mobutu où vous expliquez une scène après la bourde du président Mandela et puis avec Thabo Mbeki. Est-ce que vous êtes sûr que Mandela avait fait une bourde? N'est-ce pas, quand on voit l'image d'un homme comme Mandela, rompu à la diplomatie, ne pensez-vous pas que ce jour-là, Mandela avait simplement voulu révéler cette affaire-là pour court-circuiter la discussion entre vous et Laurent Désiré Kabila? Parce que je tiens à vous rappeler, grand frère, que l'Afrique du Sud avait quand même été le premier pays à fournir des armes au Rwanda. Et je me rappelle de la réaction de Honoré Ngbanda qui a crié, qui a dit « Ah !» Il dit « Leki Nangaï ». Il dit « Maintenant, je comprends ». Et à ce moment-là, tout est revenu. Et Ngbanda a commencé à m'expliquer en fait que, effectivement, en Afrique du Sud, Kagame était là secrètement, Museveni était là secrètement. À la suite de notre discussion, nous avons compris que la bourde de Mandela n'en était pas une. Mandela savait ce qu'il faisait dans cette guerre qui impliquait le Zaïre contre une coalition d'armées pilotée ou parrainée par les États-Unis. Et c'est au regard de tout ça que je me suis dit qu'il ne fallait pas donner carte blanche au président Mandela. Il fallait examiner de près qui était cet homme qu'on connaissait ou qu'on croyait comprendre
Et pourquoi il a soutenu la déstabilisation du Zaïre? Pour quelle raison? Parce que je dois aussi rappeler un autre détail. Pendant la guerre du Zaïre, ce qu'on n'a jamais dit, c'est que Mandela avait envoyé des émissaires pour négocier avec Laurent Désiré Kabila afin que les compagnies sud-africaines puissent avoir aussi accès à des concessions minières au Congo-Zaïre. Quand vous mettez tous ces éléments ensemble, vous comprenez très rapidement qu'il y a un Mandela, le combattant de la liberté qu'on a connu, qu'on a tous apprécié, qu'on apprécie encore, et dont le combat ne nous marquera jamais. Mais aussi le Mandela, le chef d'État, qui est sorti et qui roulait pour des intérêts qui n'étaient pas nécessairement des intérêts africains. Ou en tout cas, qui roulait pour des intérêts des grandes multinationales sud-africaines, mais aussi pour des causes qui étaient loin d'être des causes africaines. Et c'est au regard de cette réalité congolaise, de l'implication sud-africaine, que moi j'ai remis en question tout ce qu'on disait sur Mandela et j'ai décidé, comme toute personne curieuse, de gratter un peu plus. Et c'est là où j'ai découvert des rencontres secrètes avec les Oppenheimer, des rencontres secrètes avec les tenants de l'apartheid. Et d'ailleurs, c'est important aussi d'écouter. Raison pour laquelle je vous ai dit, en stratégie, ne vous contentez pas de vous écouter vous-même. Quand vous faites de la stratégie, écoutez et essayez d'être dans la tête de votre adversaire. C'est très important. Je me rappelle d'un conseil que nous avait donné dans les cours de diplomatie. On avait un des profs était un attaché militaire du Canada dans un pays d'Europe de l'Est. Et je me rappelle d'un conseil qu'il nous avait donné. Il nous avait dit, écoutez, après qu'on nous ait fait lire le manuel d'éthique des diplomates canadiens à l'étranger, il nous avait dit une chose. Il avait dit, vous savez, vous allez être des diplomates peut-être dans des pays étrangers ou quelque part pour le Canada. Vous devez faire attention à vous, faire attention à comment vous vous comportez. Parce que où vous allez être observé par d'autres États, par des agents étrangers. Ils vont repérer le maillon faible. Et c'est par lui que l'on passe pour espionner, pour soutirer des informations. Et ça, je l'ai retenu, ça. Et je crois que les tenants de l'apartheid ont observé Mandela, comme je l'ai dit, et le moment venu, ils sont passés à l'offensive, entre guillemets. Je peux vous donner l'exemple de la jungle. Quand les lionnes vont chasser en meute, quand elles arrivent devant des antilopes ou du gibier ou tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'elles font, les lionnes? Elles vont les observer longuement et quand elles vont passer à l'attaque, elles vont attaquer le maillon faible. Ils vont attaquer le gibier qui n'est pas capable de leur échapper. Elles vont attaquer, le gibier qui, à leurs yeux, est facilement attrapable, si on veut. Et ça fonctionne comme ça. En diplomatie, c'est pareil. Le contre-espionnage fonctionne comme ça. Et je crois que dans le cas de Mandela, c'est ce que les tenants de l'apartheid ont fait. Ils se sont appuyés sur cet homme pour maintenir leur système en place. Et les conséquences, c'est ce que nous avons, parce que l'Afrique du Sud post-apartheid n'a pas investi dans l'éducation des masses populaires noires. Un groupe de Noirs s'est enrichi et s'est davantage rapproché des tenants de leurs adversaires d'hier, de leurs oppresseurs d'hier. C'est ça la vérité de l'apartheid. On nous a parlé du forum égalité, réconciliation et vérité en Afrique du Sud. C'est la plus grande arnaque qu'on a jamais vue. Parce que après ce forum-là, il n'y a pas eu de réconciliation des cœurs en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la situation n'est pas très différente de la situation à l'époque de l'apartheid, à quelques exceptions près. Les Blancs ont leur quartier, barricadés dans leur quartier, lourdement armés. Alors pourquoi tout ça? Et je n'ai cessé de dire depuis 2011, ceux qui me lisent le savent, je disais que l'Afrique du Sud est une bombe à retardement, comme le Rwanda un peu aujourd'hui. L'Afrique du Sud est une bombe à retardement. Mais il fallait faire la promotion de Mandela. Pourquoi? Pour éviter que l'exemple, de Mandela soit imité ailleurs, dans d'autres pays d'Afrique australe qui connaissaient les mêmes problèmes que l'Afrique du Sud, les problèmes de terre, le problème d'apartheid, économique et politique. Et c'est ce qu'ils ont fait.
C'est ce qu'ils ont fait. Vous devez comprendre une chose. J'insiste sur ce point. Apprenez à comprendre, à analyser vos adversaires, à les étudier. Ne faites pas beaucoup de bruit. Les Africains aiment beaucoup faire du bruit. Ça n'impressionne pas vos adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont étudié, ils vous connaissent. Ils savent quel bouton appuyer pour vous briser. Quand vous faites du bruit, ça ne les impressionne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et nous devons le savoir. Et c'est là où, c'est pour ça que la plupart des combats qui sont menés par des mouvements panafricains ne vont nulle part, ils n'iront nulle part. Je ne le souhaite pas, mais je sais que ces combats n'iront nulle part parce que je peux voir en étudiant les gens quelles sont les motivations qui animent les uns les autres. Et ça, je dois vous le dire, ça ne fait rien du tout. Je peux vous donner un autre exemple, puisqu'on parle de tout et de rien, il n'y a pas que Mandela dans la vie. Je regarde le combat sur le franc CFA. C'est un combat qui est noble que mon ami et frère Kémy Séba avait réactivé il y a quelques années, parce que c'est un cas qui est très important. Mais après, j'ai regardé comment les Africains traitaient cette question, je me suis mis à rire. Et un jour, j'ai dit, j'avais une discussion, c'est juste une anecdote, j'avais une discussion avec le troisième responsable d'une ambassade asiatique à Paris. C'était à la suite de la sortie de mon livre sur Kadhafi, que j'avais envoyé à plusieurs diplomates et il avait voulu me voir et on en avait discuté. Il m'avait posé la question sur le franc CFA. Et je lui avais dit, vous devriez savoir aussi bien que moi que la France se moque aujourd'hui de la question du franc CFA. Parce que ceux qui sont au pouvoir à Paris ne sont pas, ce sont des Français de nationalité, de naissance, de souche, comme on dit, entre guillemets. Mais ce sont des Atlantistes de cœur. Et que la question du franc CFA n'est plus une question primordiale à leurs yeux. Et le fait en est que, la preuve en est que les plus grands partenaires de la France en Afrique ne sont pas dans la zone franc. Les plus grands partenaires commerciaux. Commerciaux, pardon. Les partenaires de la France sont des pays non francophones, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria. Alors, si vous ne comprenez pas déjà ça, qui est basique, vous allez mener des combats en l'air, des combats qui vont amuser, qui vont exciter les masses populaires africaines, mais qui ne vont pas impressionner vos adversaires, qui sont passés à un autre niveau, puisque les enjeux évoluent, les enjeux ne sont pas statiques. Alors, puisqu'ils ne sont pas statiques, les tenants du système évoluent aussi. Et il faut comprendre ça. Il ne faut pas être dans le combat spectacle. Et les vrais combats se passent en silence. Et je peux vous dire, les vrais combats se passent en silence. Et les adversaires de l'Afrique le savent. Les Chinois sont passés maîtres en la matière. Les Russes, ce sont les maîtres de la ruse. L'Afrique, nous sommes les maîtres de l'excitation, du bruit, du combat spectacle. On doit changer cette façon de faire. Et étudier l'adversaire reste essentiel parce que ça vous permet de vous redéfinir vous-même et de redéfinir le sens de votre combat. Et c'est en ce sens que moi, j'ai soutenu le combat de Mugabe. Pourquoi? Parce que quand Mugabe intervient au Congo, comme je l'ai mentionné précédemment, l'Occident décide de ne plus allouer les fonds qui lui étaient destinés dans le cadre des accords qui avaient été signés, les accords de Lancaster. Et après, Mugabe, voyant cela, qu'est-ce qu'il fait? Mugabe décide la réforme agraire par la force. Et quand Mugabe entreprend cette réforme agraire par la force, qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux décident de l'attaquer économiquement en lui imposant des embargos sur les importations, sur les exportations, ce qui a poussé l'économie zimbabwéenne à l'effondrement. Mais vous, nous les Africains, nous n'avons pas vu ça. Parce que dans les médias, on nous a expliqué que Mugabe, voilà la réforme agraire de Mugabe, qui ne marche pas, qui provoque la crise économique, qui a plongé le pays dans la crise économique. C'est comme ça qu'on vous explique les choses. Et comme les Africains ne prennent pas le temps d'analyser les choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, la réforme agraire n'est pas bonne. Mandela, c'est le meilleur exemple, parce que lui n'a pas fait la réforme agraire, l'Afrique du Sud est stable. Regardez le Zimbabwe, qui connaît une grave crise économique, une grave crise sociale, une grave crise politique, à cause de la réforme agraire. Non, ce n'est pas à cause de la réforme agraire. Le Zimbabwe va connaître la crise parce qu'on a décidé de l'attaquer. Et ça, c'est une autre façon de faire la guerre.
on vous attaque économiquement sans faire du bruit, on vous impose des embargos sur les importations, sur les exportations, votre économie s'effondre et on explique dans les médias que c'est parce que vous avez pris des décisions irréfléchies dans votre pays, c'est parce que vous êtes un dictateur que voilà, tout dans votre pays ne marche plus. Et dans le cas de Mugabe, c'est intéressant de constater, en tout cas dans le cas du Zimbabwe, il est intéressant de constater que le parti de l'opposant Morgan Tsvangirai a vu le jour quelques temps après l'intervention de Mugabe au Congo et après les premières sanctions de l'Occident contre le Zimbabwe. Curieux, c'est une curieuse coïncidence. Mais si vous ne voyez pas ça, comment vous pouvez comprendre que d'autres sont en train de faire la guerre à un pays africain par des moyens détournés? Il y a plusieurs façons de faire la guerre. On ne fait pas la guerre seulement en jetant des bombes, en lançant des bombes. Non. Parfois, on fait la guerre de manière très, très subtile. Je me rappelle, il y a un an et demi, 2 ans, j'ai discuté avec quelqu'un à Paris, un universitaire africain qui m'expliquait des choses. Là, bon. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mon frère, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le litre d'essence, le prix du brut a baissé? Il m'a dit, oui, bon, il m'a commencé à me donner des explications économiques, je ne sais pas quoi, le pétrole, ceci, la production, et je me suis mis je l'écoutais, et puis je lui ai dit, si le litre à la pompe a baissé, si le prix du brut a chuté, ce n'est pas parce que, ce n'est pas à cause des préceptes économiques que vous énoncez. C'est parce qu'une guerre, actuellement, secrète, une guerre à bas bruit, entre les États-Unis et leurs alliés du Golfe contre la Russie, le Venezuela et d'autres pays producteurs de pétrole. On a demandé, les États-Unis ont voulu rééditer l'exploit qu'ils ont fait à la fin des années 80 pour emmener l'URSS à la dislocation. Ils ont demandé à l'Arabie Saoudite d'augmenter la production pétrolière, au pays du Golfe d'augmenter la production pétrolière. De cette manière, les prix vont baisser et les pays comme la Russie, le Venezuela, qui dépendent en grande partie de leurs ressources énergétiques, se sont retrouvés dans, entre guillemets, excusez-moi l'expression, dans la merde, parce qu'ils n'avaient plus beaucoup d'entrants de devises. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait la guerre. Mais malheureusement, en Afrique, ce ne sont pas des questions qu'on étudie. Pourquoi? Parce que la plupart aussi de nos universitaires, je n'ai pas une critique de l'école, mais c'est une critique de la manière dont les Africains appréhendent l'université et puis la connaissance. Les Africains ne comprennent pas qu'on peut faire la guerre à travers la connaissance aussi. Et quand nous, on va dans les universités occidentales, quand nous allons dans les universités occidentales, nous allons pour occidentaliser notre pensée et pas pour comprendre le monde, avoir une distance critique, prendre ce qu'il faut prendre et rejeter ce qu'il faut rejeter. Nous n'allons pas pour comprendre le système tel qu'il fonctionne. Nous occidentalisons notre pensée. Ce qui fait que l'Africain qui sort de là reproduit la pensée qui lui a été inculquée par l'école, par l'université ou par les médias, créant davantage de dommages dans son pays sans s'en rendre compte. Alors que l'Asiatique, le Chinois, quand il va étudier dans une université occidentale, d'ailleurs, vous allez remarquer que les Asiatiques n'ont pas l'habitude de faire les sciences politiques, ces genres de choses-là, en Occident. Ils vont faire les mathématiques, l'informatique ou peut-être la médecine, ce genre de choses. Ils vont des ingénieurs, ils ne vont pas faire ces autres formations dans les sciences sociales qui permettent de structurer la pensée. Et si on ne comprend pas ça, l'étudiant asiatique qui arrive en Occident, il vient regarder, il observe, il copie, il va chez lui, il va améliorer, il va voir comment contourner le système. L'étudiant africain qui arrive, il va gober, mais sans un minimum de distance critique. Et quand il sort de là avec son doctorat, il bombe le torse d'être un docteur. Mais c'est un aliéné qui s'ignore, en fait. Et je tiens et j'insiste pour dire que je ne fustige pas l'école, je fustige le comportement de certains Africains. Parce que moi, je ne peux pas reprocher aux Occidentaux de faire tout ce qui concourt au maintien de leur hégémonie ou de leurs intérêts. Mais je peux nous reprocher, nous, Africains, de gober des choses sans un minimum de distance critique. Voilà. Ce qui fait que nous produisons des documents, nous produisons
des, des études qui, en rien, ne peuvent faire évoluer le continent africain. C'est aussi la réalité. Donc, ce qui fait que quand Patrick Mbeko se lève et dit, mais il y a un problème dans le cheminement de Mandela. Mais c'est normal que des historiens africains disent, bah, non, mais Patrick Mbeko exagère, puisqu'ils ont été formatés pour lire, pour comprendre les événements, dans le sens qui est voulu par ceux qui leur ont inculqué ces choses-là. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Quand je travaille sur le Rwanda, je rencontre des universitaires africains qui disent ben, Patrick Mbeko exagère. Ben, personne ne contredit mon travail parce que les Rwandais qui connaissent assez bien l'histoire de leur pays, ils ne le font pas parce qu'ils connaissent, et c'est sans aucune prétention, le travail que nous avons fait sur la question des Grands Lacs. Mais quand vous dépendez intellectuellement des autres, quand vous êtes culturellement vidé de toute substance, intellectuellement formaté, il est difficile de vous affranchir des dogmes imposés par les maîtres. Et c'est ce qui fait qu'au lieu d'étudier la question sud-africaine avec une certaine distance, à travers un prisme autre que celui que nous rabat souvent, le cartel médiatique, nous étudions en fonction de ce qu'on nous a imposé. Il est difficile de se dissocier de l'image que nous a été imposée de Mandela par le cartel médiatique occidental. Et pourtant, quand vous écoutez, moi j'écoutais une fois l'ancien chef de service secret sud-africain qui disait que Mandela, c'était notre homme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé, on l'a poussé à se séparer de sa femme, qui elle, Winnie Mandela, avait compris. Parce que elle, excusez-moi l'expression pour ceux qui la dénigrent souvent, elle dormait avec Mandela. C'est elle qui a maintenu ce combat, la flamme du combat de l'ANC. Ce n'était pas Mandela. Mandela avait disparu de la circulation. C'est elle qui a maintenu la flamme allumée. Et on dit que bon, elle est malade, elle a couché avec je ne sais pas qui, on raconte des histoires d'Ormeur debout. Et ça participe à une politique de déshumanisation pour anesthésier toute capacité de réflexion de la part de certains Africains qui vont regarder vers Winnie Mandela. Et on fait pas ça seulement de l'Afrique du Sud, c'est partout, ça se passe comme ça. Si vous prenez l'exemple de Cuba aujourd'hui, pourquoi Cuba est attaqué? Pourquoi on a imposé l'embargo à Cuba, ce pays-là, ce petit pays? Parce qu'il fallait empêcher que l'exemple cubain ne puisse contaminer les pays de la région. Il fallait taper très fort sur Fidel Castro pour éviter qu'on ait des Hugo Chavez. Il fallait taper très fort sur Hugo Chavez pour éviter qu'on ait des Rafael Correa. Tous ces gens-là qui sont venus après, qui se sont inspirés du combat mené par Chavez ou même par Castro. On sanctionne pour l'exemple. C'est ce qu'il faut comprendre. On tape tellement fort pour que vous n'ayez pas à regarder ailleurs. Et cela me ramène au Congo, à la RDC, qui est mon pays d'origine. Vous savez, je suis inconditionnellement amoureux de la RDC. Et la situation de ce pays me tient au plus haut point. Et ça me chagrine. Parce que, regardez la situation du Congo. Remontez à Patrice Lumumba, vous allez voir que c'est la même logique. On a tué Lumumba pour éviter que sa pensée puisse se propager, son idéologie puisse se propager. Il fallait le tuer et pas après avoir tué, il faut diaboliser parce que ça s'appelle ça le service après-vente. Hein? Le service après-vente, donc on vous tue et puis on vous diabolise. On l'a fait de Kadhafi aussi. On l'a tué et puis on l'a diabolisé. Et on s'assure surtout que les gens ne retiennent que le côté négatif de la personne et pas le côté positif. Parce que si les gens essaient de regarder un peu du côté positif, ils risquent de se faire des idées et imiter cette personne-là. Alors on te tue et puis pour assurer le service après-vente, on te diabolise dans ta tombe. On a fait ça de Lumumba. Mobutu est arrivé au pouvoir et Mobutu a fait 32 ans. J'ai fait un post sur le feu maréchal Mobutu pour dire que pardon, il reste l'un des grands leaders africains de notre temps, mais je finis mon poste en disant il a détruit ce qu'il a bâti de ses propres mains. Alors, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui ont dit que Mobutu s'était invendu, Mobutu c'était ceci, cela. Vous savez, pendant longtemps, avant que je commence à travailler
sur des dossiers assez sensibles, j'avais aussi cette perception des choses. Je regardais les leaders africains à travers le prisme du cartel médiatique occidental. Je regardais les leaders africains à travers le prisme de ce qui se racontait en Occident, en gros. Pourquoi? Ben, parce que si il y avait parce que chez nous, il n'y a personne de produit, de fait un travail de fond sur ces gens-là, sur les réalités qui sont les nôtres. Et quand j'ai travaillé sur le Rwanda, sur les Grands Lacs, sur Kadhafi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il faut avoir une certaine distance critique par rapport aux réalités d'État. Parce que le fonctionnement des États, la réalité d'État n'a rien à voir avec nos réalités de tous les jours. J'ai beaucoup plus compris cela quand j'ai travaillé sur Kadhafi. J'ai eu des discussions avec des diplomates, j'ai eu des discussions avec des trafiquants d'armes, j'ai eu des discussions avec des diplomates étrangers, des hommes politiques aussi, aux États-Unis, en France, des hommes politiques arabes, africains. Et quand j'ai mis tout ça ensemble, j'ai compris qu'il fallait vraiment faire très attention à ce qu'on dit. Il faut beaucoup de nuances, une certaine distance critique. Je ne dis pas que Kadhafi, Mugabe, tous ces gens-là, c'était des saints. Ah non, non, surtout pas Mugabe, à qui je reproche, comme je l'ai dit, l'ivresse du pouvoir, il a emmené à être aveugle à certaines réalités de son pays. Kadhafi aussi avait, pardon, un peu d'ivresse du pouvoir, mais aussi, il y avait ça, en tout cas. Il y avait aussi d'autres mots qu'on pouvait le reprocher. Mobutu, n'en parlons pas, parce que j'ai dit, lui, c'est sa fin qui est tragique. Mais il ne faut pas se limiter à dire que oui, mais Mobutu était un dictateur. Mobutu avait volé l'argent. Non, moi, en tant que chercheur, en tant que journaliste, si j'enquête, je m'intéresse à un sujet, je ne me limite pas à lancer des trucs dans le vide. J'essaie d'étudier la question. J'essaie d'étudier la question. Pourquoi cet homme a posé ces actes-là? Qu'est-ce qui a fait que cet homme se retrouve dans cette situation? Pourquoi à tel moment précis il a fait ça? Et c'est comme ça que je travaille. Je peux vous donner l'exemple de Kadhafi. Kadhafi, on lui a reproché ses interventions répétitives au Tchad. Nous le savons tous, Mobutu était intervenu au Tchad auprès d'Hissène Habré sur demande des États-Unis et de la France pour soutenir Hissène Habré contre les troupes libyennes. Mais quand moi j'enquête sur le dossier libyen, quand je discute par exemple, j'échange avec un homme comme Roland Dumas qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, son envoyé, son émissaire secret auprès de Kadhafi. Les réponses qu'il me donne au regard de cette affaire me poussent à avoir une distance par rapport à tout ce qu'on raconte. Parce que je réalise, par exemple, que en Libye, même si la France est contre l'intervention de Kadhafi au Tchad, qui est son précaré, Mitterrand ne veut pas renverser Kadhafi. Mitterrand refuse les demandes de Reagan qui lui demandent de détruire Kadhafi, de le renverser à travers le Tchad. Pourquoi? Parce que Mitterrand a des éléments que le commun de mortel n'a pas. Les hommes de pouvoir ont des éléments que nous n'avons pas. Je découvre par exemple que le Tchad était à l'époque le pays qui abritait le plus grand contingent d'agents israéliens en Afrique. Je découvre aussi que Kadhafi, pour lui, le Tchad intervenir au Tchad est une forme d'assurance vie pour son régime. Parce que non seulement les Israéliens sont là, mais les Américains aussi sont là. Je comprends rapidement que François Mitterrand voit d'un mauvais œil l'intervention des États-Unis parce que c'est son précaré. Et réalise, et François Mitterrand sait aussi que Kadhafi, au fond, ne veut pas rester durablement au Tchad, en réalité. Donc, quand vous avez tous ces éléments-là, vous ne regardez plus les choses de la même manière que les gens qui s'assoient dans leur coin de rue, dans leur café, qui mangent leur hamburger en se disant « Bah non, Kadhafi est arrivé au Tchad, c'est un salopard. » Voilà ce que les médias ont dit. Vous ne faites pas ça. Vous comprenez que les enjeux sont beaucoup plus complexes. Et là, je ne dis pas que Kadhafi avait le droit d'intervenir au Tchad, qu'on se comprenne bien. Mais je vous fais comprendre la nuance. Pourquoi il faut avoir une distance critique par rapport à ces affaires-là. Donc, quand j'ai tous ces éléments en main, vous comprenez que je ne peux pas avoir la même lecture des événements que quelqu'un qui n'a pas ces éléments en main. Quand j'entends dire que Kadhafi est un terroriste, j'ai vu un frère panafricain
que certains doivent connaître, qui a dit, bon, Kadhafi, il a tué des gens, il est intervenu il a tué des gens dans l'attentat de l'avion d'UTA, l'avion des Français UTA, qui avait fait 177 morts, je crois, à l'époque, au Tchad, le désert du Ténéré, et tout ça. Et il y avait un frère, je crois, vous le connaissez, Lasconi, qui expliquait comme ça, bon, oui, Kadhafi a fait des choses, bon, c'est son avis, moi. Mais si je prends le cas de cet attentat, attribué à Kadhafi, à la suite d'une enquête officielle française, moi, je me suis intéressé à ce dossier. J'ai vite compris que la Libye n'avait rien à voir, même s'il y avait une enquête officielle de la France. Je découvre d'ailleurs que les enquêteurs français étaient contre les conclusions de leur propre justice. Et ils n'ont cessé de dire que la Libye n'était pas impliquée. Je découvre aussi rapidement que le juge français Jean-Louis Bruguière était en contact permanent avec les Américains. Il a laissé de côté les enquêtes françaises pour privilégier les enquêtes américaines, qui étaient menées par un certain Tom Thurman, un ancien du FBI, qui avait été accusé de fabrication de preuves dans un dossier aux États-Unis. Donc un homme sulfureux. Et je discute de cette question avec l'avocat de la veuve du pilote. Je lui demande qui a commis l'attentat. Il me dit c'est tout le monde sauf les Libyens. Et il m'apprendra que le juge français se vantait de travailler avec la CIA. Tout ça, je l'ai mis dans mon livre. J'ai posé aussi la question à M. Gilles Ménage, qui était le directeur de cabinet de François Mitterrand. Parce qu'à l'époque, c'est François Mitterrand qui était au pouvoir. Il m'a clairement expliqué que les Libyens n'étaient pour rien, que si la France a accepté même d'imposer un embargo à la Libye, c'était sur demande des États-Unis. J'ai tout expliqué dans le livre. Dans mon dernier livre sur la guerre de l'OTAN contre Kadhafi. Mais si vous n'avez pas tous ces éléments, vous allez vous contenter de répéter comme des perroquets ce que disent les médias. Voilà pourquoi il faut enquêter. Voilà pourquoi le continent africain doit produire des enquêteurs. Et ça, on m'avait demandé, on m'a dit, mais vous et Charles Onana, vous pouvez former des gens, il n'y a pas de problème. Mais je crois aujourd'hui qu'il faut que les Africains commencent à faire du travail d'investigation sérieux, un travail de fond. Non pas pour défendre des dirigeants africains, mais simplement pour produire des recherches qui reposent sur des paradigmes africains, sur une façon africaine de lire les événements, de les comprendre et aussi d'en conclure d'une certaine manière à la manière africaine. De ne pas simplement dire que, ben oui, mais parce que les autres ont dit. Non. Un travail, et je ne dis pas qu'il faut rejeter ce qui vient de l'Occident. Non, on prend ce qu'il faut prendre, on laisse ce qu'il faut. Moi, je prends ce que je peux prendre, je laisse ce que je peux laisser. Idem en Afrique, je prends ce que je peux prendre, je laisse ce que je peux laisser. Quand il faut critiquer l'Afrique, je suis sans état d'âme parce que je crois que quand on se dit pas africain, quand on défend des valeurs, il y a des choses qu'on n'accepte pas d'où qu'elles viennent. Si ça vient de l'Afrique, je dirais non. S'il y a quelque chose de bien du côté occidental, je dirais oui, c'est bien. S'il faut imiter, on imite. C'est comme ça que les Chinois, par exemple, en Russie, ont pu devenir, la Chine est devenue une grande puissance, contrairement à l'Afrique. Et pour chuter, je veux aborder le cas du Congo, de la RDC, de la gestion du pouvoir au sommet de l'État congolais. Il y a un problème sérieux au sommet de l'État congolais depuis l'arrivée de Félix, même avant, même à l'époque de Mobutu, parce que le régime de Mobutu, il faut le dire là, c'était du n'importe quoi à la fin. À ses débuts, Mobutu a fait du bon travail. Et j'ai entendu des gens dire que oui, mais quand Mobutu est arrivé au pouvoir, il avait trouvé le Congo, les caisses de l'État pleines. Je ne sais pas. Voilà pourquoi on demande. Moi, j'ai toujours dit, excusez-moi, parfois je suis très dur à ce sujet, surtout par rapport aux Congolais. Voilà pourquoi on demande aux gens d'apprendre, de lire, et vous ne voulez pas lire. Il faut se documenter. Quand Mobutu arrive au pouvoir, le Congo Zaïre n'est pas riche. Nous sortions d'une guerre civile, à la limite. On avait des rébellions. Le pays n'allait pas du tout bien. C'est ça qui est arrivé quand Mobutu est arrivé. C'était cette situation quand Mobutu est arrivé au pouvoir. Mais a-t-il pour autant fait ce qu'il fallait faire? Globalement, je dirais non. Parce que son bilan est plus que calamiteux. Mais cela ne m'empêche pas, en tant qu'observateur,
de regarder, d'analyser froidement les choses en me disant, voilà à tel niveau c'est qu'il avait bien fait, à tel autre niveau c'est qu'il a mal fait. En fonction de tout ça, voilà comment nous devons agir à l'avenir. Voilà le sens de mon intervention. Et aujourd'hui, quand on voit ce que le pays est devenu, cela fait pitié. Félix Tshisekedi n'a pas de pouvoir, n'a pas de réel pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de Joseph Kabila. Et Félix Tshisekedi le sait très bien. Il le sait très bien. Et même les Tshisekedistes le savent très bien. Et le problème aujourd'hui, c'est que la coalition cash va exploser, va imploser. Pardon. C'est une question de temps. Parce que les gens se sont mis ensemble en fonction d'intérêts particuliers, pas idéologiquement. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ne se sont pas mis ensemble idéologiquement. Ils se sont mis ensemble en fonction de leurs intérêts particuliers. À partir d'un moment donné, ils se sont dit, nous sommes isolés, mettons-nous ensemble et jouons le jeu. Mais je tiens à rappeler aussi, vous le savez, que les deux hommes ne s'entendaient pas. Les deux hommes ne s'entendaient pas. Alors, vous pensez qu'ils vont s'entendre au sommet de l'État? Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Mais à la longue, je ne crois pas. Et ce pouvoir est tellement corrompu qu'on assiste, depuis l'arrivée de Félix, à une gestion de pouvoir, mais d'une extrême dangerosité, si je peux dire ça comme ça. On a reproché beaucoup de choses à Joseph Kabila et à son régime, mais on ne fait pas mieux. C'est ça la réalité. On ne fait pas mieux que Joseph Kabila. Soyons honnêtes. On fait même pire que lui. Je ne dis pas que je ne cherche pas à absoudre Joseph Kabila, mais quand je dis qu'on fait pire que lui, c'est parce qu'en aussi peu de temps, on ne peut pas faire autant de conneries. Si vous prenez l'exemple des 15 millions, puisque c'est le sujet qui retient l'attention actuellement, qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui en RDC et dans la diaspora congolaise, qui a détourné les 15 millions? On parle de Vital Kamerhe, c'est son nom qui revient souvent. Moi, ça fait un moment que je suis cet événement et je peux vous dire, en toute honnêteté, je suis en contact avec beaucoup de gens, que ce soit dans le camp de Félix, que dans le camp de Joseph, que je discute avec tout le monde parce qu'en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, en tant que journaliste d'enquête, je ne me ferme pas les portes, je discute avec tout le monde. Bien entendu, vous comprendrez que je dois protéger les sources. Mais je peux vous dire aujourd'hui dans cette affaire-là, si Félix ne réagit pas, c'est simplement parce que Félix aussi est impliqué. Et d'après ce qui m'a été rapporté de sources sûres, Félix aurait empoché, je dis bien aurait parce que je n'ai pas le chiffre exact, je sais qu'il a empoché de l'argent, mais le chiffre exact, je ne sais pas. Mais on parle de près de 4 millions de dollars. Vital Kamerhe aussi aurait empoché entre 2 et 3 millions. François Béard, le conseiller spécial de Tshisekedi en matière de sécurité, a aussi empoché de l'argent, je crois 1 million de dollars. Et pourquoi cette affaire a fuité? Pourquoi ce responsable de l'inspection des finances a parlé à RFI? Parce qu'on l'a menacé de mort. Il a été menacé de mort. Ça, ce sont des pratiques qu'on croyait révolues. Il a été menacé de mort et c'est pour cette raison qu'il a parlé à RFI. Et d'après ce qui m'a été rapporté, il a dit, puisque nous sommes menacés de mort, puisque nous risquons de mourir du jour au lendemain, mieux vaut parler de cette affaire à une chaîne internationale. Pour eux, c'est une forme d'assurance vie. Parce que maintenant, si on les tue, on saura qui est derrière le coup. Et pour l'instant, je ne veux pas donner beaucoup de détails pour ne pas révéler des sources sur ce qui se passe, mais je sais qu'actuellement, il y a un branle-bas incroyable au niveau de la présidence, mais aussi, c'est important, au niveau de l'Agence nationale de renseignement. Parce que la démarche, d'après ce que certains m'ont dit, cette démarche, et il y a quelqu'un qui tire des ficelles derrière. Si on menace ces gens-là de l'inspection des finances, c'est parce qu'ils ont mis à jour le poteau rose, mais il y a mieux. Derrière eux, ils ne sont pas seuls. Il y a quelqu'un quelque part, et suivant mon regard, qui suit de près tout ce qui se passe. Et qui, je l'avais dit dans un post sur Facebook, quand j'avais fait allusion au fait que la démarche de l'Agence nationale de renseignement, qui consiste à auditer les dépenses ou tout ce qui a été fait par les
les ministres sortants de l'ère Chibala seulement depuis l'arrivée de Félix n'étaient pas émanés non pas de l'ANA, émanés de Kingakati. Et dans cette affaire-là des 15 millions, il y a Kingakati qui est en train de manœuvrer aussi. Je ne peux pas donner beaucoup de détails parce que c'est très sensible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui se passe dans les coulisses. Mais je peux dire que dans cette affaire, et j'affirme que Félix Tshisekedi est impliqué dans le détournement des 15 millions avec son directeur de cabinet et un certain nombre de gens, un certain nombre de personnes. Et d'après ce que je sais aussi, ce qui est malheureux quand même, il faut le dire, c'est que si cette affaire-là a été révélée, si cette affaire en fait a été révélée, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents dans la mesure où ils n'ont pas eux aussi mangé, comme on dit chez nous. C'est ce qui est malheureux. On révèle une affaire grave parce que on n'a pas mangé. Et je connais les gens qui ont révélé cette affaire. Je les connais très bien, les gens qui l'ont fait. C'est parce qu'ils n'ont pas mangé, comme on dit chez nous. Ils n'ont pas mangé et bon, on débat des choses, on révèle des choses. Mais il faut que les gens comprennent aussi une chose, c'est que si Vital Kamerhe tombe, il tombera pas seul. Il faut le savoir. Et s'il y a un homme que Joseph regarde toujours de loin avec beaucoup de méfiance, c'est pas Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Vous savez, les deux hommes se connaissent très bien. Et je me rappelle de ce que m'a dit un proche de Joseph Kabila. Il dit, lui, il était avec nous. Il était avec le chef. Étant un homme très rusé, il faut toujours le garder loin, tout en entretenant des rapports, et en gardant les canaux de communication ouverts. On le garde toujours là, mais on fait attention à lui. Donc, dans cette affaire des 15 millions, Kingakati observe et même tire des ficelles. Mais il faut que les gens sachent que Félix est impliqué. Et il y a un sujet qu'on m'a souvent beaucoup demandé de traiter par rapport à Félix, c'est celui du Rwanda, du rapport avec le Rwanda. Je tiens d'emblée à dire que j'ai toujours pensé que les Rwandais sont nos frères, peu importe ce qui s'est passé entre nous, entre nos deux pays. Je suis persuadé, et je connais, je le sais parce que j'ai des amis rwandais, j'ai beaucoup étudié les cas rwandais pour dissocier les Rwandais de Paul Kagame. Je sais que beaucoup de Rwandais regrettent l'implication de leur pays dans la déstabilisation, dans les morts en RDC. Mais ce qui choque, c'est le comportement de Félix. D'aller se pavaner à Kigali, de faire de gros sourires avec Kagame, celui qui a tué et qui continue de déstabiliser ton pays, votre pays. Vous allez chez lui, vous exposiez, vous souriez, vous ne prenez même pas en considération ce que va penser les Congolais. Et surtout ce que vont penser les Congolais, surtout ceux de l'Est. Et c'est ça les gens de l'Est ont reproché à Étienne Tshisekedi. À feu Étienne Tshisekedi, ce qu'on lui a reproché en 2002. Quand Étienne Tshisekedi est allé au Rwanda discuter avec Kagame, nos compatriotes de l'Est ne l'ont jamais accepté. Parce qu'au même moment, il se faisait massacrer par les hommes de Kagame et avec Tshisekedi qui allait négocier avec lui. Avec ce même Kagame. Aujourd'hui, Félix fait la même chose, mais c'est encore pire parce que Félix, étant ignorant des enjeux, étant entouré par des gens qui n'ont aucune conscience politique, aucune conscience historique, aucun sens de l'État, ben, il devient pire que son prédécesseur, que l'on a accusé de défendre, de rouler pour Kigali. Moi, je dois dire honnêtement, il y a des dossiers que Joseph n'a pas accepté d'entériner pour le compte de Kigali. Parce que Joseph avait peur de la réaction des Congolais, je crois. En tout cas, il y a des dossiers qu'il a refusé d'entériner, que Félix a entériné sans sourciller. Alors, le dire ne veut pas dire qu'on devient un proche de Joseph. Non, le dire, c'est simplement des faits qu'on met sur la table. Critiquer Félix Tshisekedi n'est pas être anti-Louba. Ça, je le dis à nos compatriotes du Kasaï.
Moi, je ne peux pas être anti-Louba. Moi, je suis quinois. Je ne sais même pas c'est quoi être anti-Louba. J'ai des amis Louba avec qui on discute, on rit. D'ailleurs, ce qui est particulier chez les Quinois, nous les Quinois, quand on grandissait, nous étions habitués à voir le Mungala et le Moussoaïli en train de calomnier, par exemple, le Mungala. Le Swahili et le Moulouba en train de calomnier le Swahili. Le Mungala et le Moulouba en train de calomnier le Moulouba. Parce qu'en fait, c'était le Congolais qui pouvait calomnier le Congolais. On faisait des blagues parfois déplacées, sans que cela ne puisse toucher qui que ce soit. Alors, il ne faut pas réduire les débats qui concernent le pays à une affaire tribale. Et puisque vous avez fait, parce que si les gens parlent aujourd'hui de Louba, ils insistent, ici moi-même parfois j'en parle, c'est parce que certains de nos compatriotes du Kasaï, Louba particulièrement, ont fait de Félix Tshisekedi leur candidat, le candidat du Kasaï, et non le candidat du Congo. Et c'est pour cette raison que les gens disent, mais puisque vous avez fait de lui votre candidat, bon, et puisqu'il est arrivé au pouvoir dans des conditions que nous savons, mais nous allons appuyer sur le bouton. Nous allons appuyer sur la plaie. Mais ce n'est pas important parce qu'aujourd'hui, c'est le Congo qui est en danger. Et quand on critique Félix, c'est pour son propre bien. C'est pour qu'il puisse s'amender. C'est pour qu'il puisse changer de direction. Parce qu'on le veuille ou pas, Félix Tshisekedi reste un Congolais. Il reste un compatriote congolais. Comme le reste, comme les Mova, tous ces gens-là, ce sont des Congolais. Un jour, ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, puisque Félix est arrivé dans les conditions que nous savons, puisqu'il se comporte, excusez-moi, comme un imbécile au sommet de l'État, doit-on pour autant lui souhaiter la mort ou encore l'échec? Je dis non. Je dis non simplement parce que ce sont les Congolais qui vont partir. Essayons toujours de nous élever. Mettons-nous au-dessus de la mêlée. Regardons le Congo. Je suis contre le pouvoir de Félix. Parce que ça ne sert pas à la population. Mais je ne souhaiterais pas à Félix l'échec. Parce que ce sont les Congolais qui vont encore une fois en partir. Déjà que les gens souffrent énormément. Mais si ça doit s'empirer, ce sont les Congolais qui vont payer le prix. Nous, Congolais, nous devons apprendre à aimer notre pays. Apprenons à aimer le Congo. Pas seulement avec le verbe, oui, on aime le Congo. Non, apprenons à aimer notre pays. Ne cherchons pas seulement à profiter de notre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui depuis l'arrivée de Félix. Tous ces gens qui sont dans la diaspora, y compris les délinquants que j'ai vus ici, qui sont dans son régime, je vais revenir sur ça. Tous ces gens qui sont rentrés à Kinshasa aujourd'hui, sont-ils allés pour servir le Congo ou pour, comme on dit dans le langage courant, se retrouver? Parce que je disais à quelqu'un, vous savez, il y a un proche de Félix qui m'a dit, mais Patrick, est-ce que vous, un jour, si Félix vous demande de l'aider, vous allez le faire? Je lui ai dit, je peux le faire, je pourrais le faire, mais à certaines conditions. Je pourrais, je dis bien, le faire à certaines conditions. Et je peux vous dire là, ce n'est pas un appel de pied, oubliez ça parce qu'on me l'a demandé, j'ai déjà dit non. Mais j'ai appris à ne pas privilégier mes intérêts, à privilégier les intérêts du Congo et de son peuple. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. La souffrance est extrême au Congo. Extrême. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et je peux vous dire, Félix est dans une situation intenable. Les gens ne s'en rendent pas compte, peut-être que lui-même, omnibulé par le pouvoir, par procuration qu'on lui a donné, il pense, non, il n'est peut-être pas conscient de ce qui arrive, mais Félix est en danger. Ces gens ne le savent pas. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas dire ici. Je sais que Félix a pris des précautions. Je sais qu'il y a des gens qui gravitent autour de lui, qui ne sont pas officiellement nommés. Tout ça, je le sais, Félix. Quand on est au pouvoir, c'est normal.
C'est comme Joseph Kabila, ceux qui gravitent, les gens qui sont autour de Kabila, ces hommes de main, on ne les voit pas à la télé, ils ne sont pas publics. C'est la deuxième ceinture qu'on a l'habitude de voir. Et c'est comme ça que fonctionne souvent le pouvoir dans nos pays africains. Vous voyez des gens qui sont là, qui font du bruit. Tous les kabylistes que vous voyez là, qui font du bruit là, Joseph les regarde de loin. Il y a des gens qui sont autour de Joseph, qui forment la ceinture rapprochée de Joseph, qui sont des gens, je peux vous dire là, très intelligents, rodés, mais qui ont mis leur intelligence au service du mal, d'une cause qui n'est pas bonne, si on peut dire ça comme ça. Mais ces gens-là, vous ne les voyez pas. Je crois que Félix commence à le comprendre. Il l'a fait. Je sais qu'il l'a fait. Je sais qu'il y a des gens. Je sais. Mais on ne va pas parler de ça parce que je ne dirai pas aussi des choses qui peuvent nuire à la personne de Félix Tshisekedi. Je ne le ferai pas. Par contre, je vais toujours mettre à la place publique des comportements que je juge imbéciles de sa part et de la part de ceux qui l'entourent. Parce que moi, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo, et je l'ai toujours dit. Raison pour laquelle nous critiquons. Mais nous n'avons pas intérêt à avoir Félix échouer. Même si nous savons que ce qu'il fait va conduire à l'échec. Même si nous le savons, nous n'avons pas intérêt à lui souhaiter tout le mal du monde. Par contre, ce qu'il a fait avec le Rwanda, ça, il devra tout ou tard s'en expliquer. Parce que son rapprochement avec Kigali a permis à Kigali de renforcer son système en RDC. Je le sais parce que des amis rwandais m'ont tenu au courant de cette affaire-là. Ils m'ont briefé, ils m'ont expliqué ce qui se passait au pays. Nos frères du Rwanda, qu'ils voient d'un mauvais œil aujourd'hui ce que Félix fait. Félix, je crois, et je l'ai toujours dit, je ne crois pas que Félix soit de très mauvaise foi. Je crois que Félix est simplement un homme très, très, très naïf. Il n'est pas de mauvaise foi. Et si ils étaient entourés de bonnes personnes, il aurait peut-être pu faire des choses positives. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que Félix s'est entouré des gens qui ne sont pas intelligents, pour la plupart, des gens qui sont là pour leur propre intérêt personnel. Il s'est entouré. Comment vous pouvez avoir des ministres qui sont des fémans, des brigands, d'anciens fémans, des brigands? Ça ne se fait pas. Et même si on nous dit, accordez-lui le bénéfice du doute, moi, je ne peux pas le faire parce que c'est de la vie des gens dont il est, de la vie de millions de Congolais dont il est question. Moi, je ne peux pas aujourd'hui soutenir quelqu'un qui s'entoure des brigands, qui s'entoure des va-nu-pieds, et on me dit non, mais il faut le soutenir, il faut. Non, on n'accorde pas le bénéfice du doute aux gens aveuglement. Si Félix est entouré des gens brillants, des gens qui ont à cœur l'intérêt du pays, si c'est entouré des gens dans la conjoncture qui est la sienne, dans la configuration qui est la sienne, encadrée par le FCC, mais si c'était entouré des gens sérieux, je me serais dit, il veut quand même bien faire, même s'il est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons. Il essaie de faire. Mais non, tu t'entoures de tes potes, des gens avec qui tu t'as à Bruxelles, qui sont des chécouleurs, des fémans, je ne sais pas quoi, qui sont des potes. On ne te demande pas de te dissocier de tes potes. Nous connaissons tous des gens, quelque part, qui ont peut-être fait ce genre de choses. C'est leur vie. Moi, je ne suis pas là pour juger la vie des gens. Mais là, tu es au sommet de l'État. Tu es président, même si tu as été nommé, tu dois prendre la mesure de ce qui se passe, de la fonction qui est la tienne, et d'agir en conséquence. Non, on nous présente des faits mal. Et on nous dit de lui accorder le bénéfice du doute. Non. Moi, il y a un conseil que je donne aujourd'hui, que je veux donner maintenant à beaucoup de Congolais. Vous savez, nous sommes tombés tellement bas que des esprits ont été conditionnés à la médiocrité. Nous sommes tombés tellement bas que notre pensée est polluée par tout ce qui est médiocre et idiot. Ce qui fait que le Congolais a un raisonnement terre à terre, un raisonnement très imbécile. Et si tu essaies de lui expliquer des choses qui sont basiques, il risque de se rébeller. En fait, les Congolais
sont dans la même configuration que les Sud-Africains noirs qui brutalisent d'autres Africains, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que les Sud-Africains conditionnés, abrutis, ressemblent aujourd'hui à des sauvages qui s'attaquent à d'autres Africains. Les Congolais sont dans la même configuration, mais eux ne vont pas attaquer qui que ce soit. C'est qu'ils ont une pensée qui est polluée, qui ressemble à une poubelle. On a une poubelle dans la tête. La plupart des Congolais ont des poubelles dans la tête. Donc, ce qui fait que quand vous discutez avec eux, conditionnés qu'ils ont, médiocratisés qu'ils sont, ils ont du mal à comprendre les choses les plus élémentaires. Alors, quand vous regardez les discussions congolais, même avec des gens qui sont allés à l'école, là, c'est choquant. Le niveau du débat est très bas. Moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas beaucoup, je le dis honnêtement, je ne suis pas beaucoup les affaires congolaises, beaucoup les journalistes congolais. C'est rare que je suive. De temps en temps, je peux suivre un journaliste ici. J'aime beaucoup suivre parfois mon frère Kerawin. La raison pour laquelle parfois je suis Kerawin, c'est parce que Kerawin est intransigeant. Il faut être intransigeant face à la médiocrité. On n'a pas besoin de mettre des gants pour essayer de dire, bon, on va accorder le bénéfice de telle personne. Non. Ici, au Canada, je ne veux pas dire en Occident, ici au Canada, quand vous voulez travailler pour le gouvernement fédéral, il y a des contrôles de sécurité qui peuvent durer jusqu'à 1 an et même plus. Je dis bien 1 an. On va vérifier, fouiller ta vie. Ils vont aller vérifier tout ce que tu as fait. Ils vont aller voir tes voisins, tes anciens voisins, des gens, dépendamment de la fonction que tu veux occuper, la fonction que tu as postulée. Au Congo, n'importe qui peut venir, même quand on sait que le gars est un imbécile, est un va-nu-pied, excusez-moi l'expression, moi je ne joue pas avec ces choses-là, avec l'avenir de ce pays-là. Non, on accepte ça. Et ça a commencé, il faut le dire. Déjà, à l'époque de Mobutu, on commençait à voir ça, ces choses-là. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a utilisé la chicotte, et là, les gens ont compris. Mais après, la situation s'est empirée avec Joseph. Et je peux comprendre parce que ceux qui sont arrivés à l'époque de Joseph ne sont pas venus pour construire un Congo fort, pour participer à l'émergence d'un homme congolais, des masses populaires congolaises averties. Non, ils avaient intérêt à détruire le Congo, à détruire son système d'éducation, à détruire l'homme congolais, à le réduire à l'état d'homme objet qui se contente simplement d'avoir quelques biens. Le Congolais est réduit à ça. C'est-à-dire que la pensée, la fierté, la dignité pour le Congolais n'existe plus. Excusez-moi, chers compatriotes, je vais être très dur. Vous savez comment je suis quand je parle du Congo, je ne mets pas des gants. Mais c'est parce que la situation est extrêmement grave. Comment des gens normaux peuvent aujourd'hui accepter d'être dirigés par des voyous? Et vous avez là des gens qui ont étudié. Comment voulez-vous, quand des jeunes qui voient des gens qui ont étudié, qui voient des universitaires, je ne dis pas des intellectuels, parce qu'il n'y a pas d'intellectuels parmi ces gens, il y a des universitaires, il y a des diplômés, il n'y a pas des intellectuels, parce que l'intellect, c'est le travail de l'esprit. Ça, c'est autre chose. Un intellectuel ne fait pas ce à quoi on insiste. Mais si ces gens-là le font, après, vous êtes surpris que des jeunes ne cherchent pas à aller à l'école, s'instruire. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller s'instruire? Puisque, nous avons un président qui est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons, qui a falsifié son diplôme, qui est un faussaire. 2, il lui-même va nommer autour de lui des imbéciles et des faussaires. 3, avant lui, il y avait un qui était là, qui est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons et qui s'est entouré des universitaires avec ce que nous avons comme conséquence. 4, donc, puisqu'on a vu ça, on se dit, mais à quoi bon? Pourquoi aller à l'école si on peut y arriver? Nous sommes le seul pays, bon, les pays africains généralement, mais le Congo, nous sommes l'un des rares pays où les gens pensent que pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut faire la politique. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ici, on fait la politique pour servir. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a demandé, Patrick, pourquoi, si on veut te soutenir, on veut que tu ailles au pays, on va proposer beaucoup d'argent, même pour y aller. Et je disais, au-delà de ce que je pense de ceux qui sont au pouvoir, parfois, quand je regarde la situation du Congo, parfois j'ai peur d'aller travailler. Il me dit, mais pourquoi? Parce que tu as les compétences et tout. J'ai dit non. Ce n'est pas l'absence de compétences, c'est l'énormité de la tâche. C'est-à-dire que je suis en train de me dire,
parce que le travail va être tellement énorme, vu la situation, vu l'état dans lequel nous sommes. Le travail de reconstruction, pas d'abord du pays, il faut reconstruire l'homme congolais qu'on a bousillé culturellement, qu'on a bousillé intellectuellement. Et les conséquences sur le plan social, on le voit. Nous sommes le seul pays au monde où les gens pensent que les choses pour changer, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Mais Dieu vient seulement en renfort. Ce n'est pas Dieu qui fait pour vous. Dieu vient en renfort pour vous. Vous n'avez pas vu les Américains aller en guerre en Irak à utiliser leur Bible. Vous n'avez pas vu leur pasteur prier pour leurs soldats qui allaient au front. Vous passez votre temps, le Dieu d'Israël. Mais Israël fait des guerres. Hein. Israël n'hésite pas à faire la guerre, à mater les Palestiniens. Et ça, je veux m'adresser aussi aux pasteurs, parce que les pasteurs, je ne dis pas tous les pasteurs, mais la grande majorité des pasteurs dans ce pays, ces gens-là, ce sont des escrocs, des voleurs, des gens qui construisent leur richesse sur le désespoir de la population congolaise. Voilà la réalité qu'on a. Excusez-moi de le dire, moi je vais citer des noms, je n'ai pas peur de citer les noms. Moi, quand je vois, parfois je suis là, je regarde, avant de juger, moi je prends toujours la peine d'aller chercher, d'aller regarder. Excusez, je veux finir dans quelques minutes et puis je vais répondre à toutes les questions que vous posez. Quand je regarde des pasteurs, je suis allé regarder ce qu'ils prêchaient et moi, quand je regarde ce que vous prêchez, je prends la Bible que vous utilisez, je vais vérifier ce que vous dites. Parce que je ne prends pas pour argent comptant toutes les bêtises que vous dites là. Je respecte toutes les religions et toutes les croyances. Moi, j'ai évolué dans une famille chrétienne. Je n'ai pas la même conception de la Bible ou de ces choses-là que tous ces gens que je vois. Parce que je pense que si les gens s'intéressaient véritablement au vrai Dieu, parce qu'il faut dissocier le spirituel de la religion. La religion, c'est humain. Le spirituel, c'est ce qui rattache l'homme à son Dieu. Quand je regarde le nombre d'églises dans ce pays-là, je me dis, on aurait pu avoir une révolution. Mais on ne peut pas l'avoir avec ce type d'église-là parce que ces églises-là travaillent à l'abêtissement des masses populaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces églises ont émergé à la suite de la crise, suite à la crise politique et socio-économique à laquelle le pays est confronté. C'est suite à cette crise-là que ces églises-là ont émergé. Et ces gens-là, les pasteurs qui sont sommés à la tête de ces églises, n'ont pas intérêt à ce que la crise prenne fin. Parce que si la crise prend fin, les gens vont aller travailler. Ils vont aller à l'église peut-être samedi ou dimanche comme d'habitude, mais ils ne vont pas seulement avoir toute la vie pour l'église. Ils auront quelque chose à faire de leur vie. Mais maintenant, les gens vont à l'église parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Alors l'église est un endroit où il faut passer le temps. Et quand on arrive là-bas, au lieu d'être édifié, on trouve en fait des malfrats qui conditionnent, qui racontent des conneries aux gens pour maintenir leur hégémonie sur leur brebis. Vous allez voir quelqu'un qui n'a rien, mais qui est capable de donner le peu qu'il a à un pasteur qui s'enrichit sur son dos. Moi, je n'ai rien contre les pasteurs-là. Non, pas. Je n'ai rien contre tous les pasteurs, mais j'ai un problème avec les pasteurs qui sont des escrocs. Comment? Et il y a des pasteurs comme vous voulez. Vous savez, quand un pasteur n'a pas étudié, quand il n'a pas des notions d'histoire, hein, parce que pour comprendre la Bible, là, il faut aussi avoir des notions d'histoire. Quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez rien comprendre. Vous allez confondre des choses. Vous allez parler d'Israël. Vous pensez que Israël qui est né en 1948, c'est l'Israël dont on parlait dans la Bible. Vous allez dans la confusion la plus totale. Vous allez raconter des bêtises à ne point finir parce que vous êtes des inconscients, vous êtes des ignorants. Et puisque vous êtes ignorants, vous les pasteurs-là, vous transmettez votre ignorance à vos brebis qui vous suivent sans soumettre à la moindre vérification ce que vous leur dites. Et tu peux bien voir, excusez-moi, moi, je n'ai rien contre ce monsieur, Moïse Mbi, c'est un bon chanteur. J'aime bien ses chansons. Mais quand je l'écoute, parfois je souris, je me dis, dans cette église, il y a aussi des intellectuels qui écoutent ce type. Quand j'écoute, qui encore là, un autre escroc, bon, lui c'est un escroc quand même connu, Denis Laissé, je me dis, comment les gens font pour suivre ces gens-là? Il y a un Marcelo Tounassi que j'apprécie quand même, mais tous ces gens-là, en fait, ont quelque chose en commun. Tous ces pasteurs-là, les bons et les mauvais, ont quelque chose en commun. Ils ne parlent jamais de la situation politique dans laquelle se trouve le pays. Donc, ces gens sont capables de vous parler des démons qu'ils n'ont jamais vus, du matin au soir.
ils sont incapables de vous parler des injustices auxquelles ils sont confrontés chaque seconde de leur vie dans ce pays. Voilà, donc nous avons un pays qui est dirigé par des inconscients et des voyous. Nous avons des pasteurs qui sont là pour conditionner les masses populaires afin que ces gens-là se soumettent aux désidératas de ces imbéciles qui nous dirigent. Et vous avez des universitaires qui auraient dû faire leur travail, qui ne le font pas, qui sont devenus des djihadistes au Congo, donc c'est-à-dire des gens qui vont quémander. Et au final, vous avez au bas de l'échelle, et je dirais même au sous-sol, une population congolaise qui vit dans la misère la plus absolue et qui ne sait plus à quel sens se vouer. C'est révoltant, c'est inadmissible. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je ne suis pas habitué à faire des lives, mais je crois que vous avez apprécié parce que bon, je ne suis pas trop habitué. Je vais peut-être regarder les questions rapidement, 5-10 minutes, répondre à des questions et puis je vais disparaître. Si vous en avez, vous pouvez les poser. Je vois défiler parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je vois défiler, donc il y a des questions que je n'ai pas vues. Si je n'ai pas répondu à une question que vous avez posée, vous pouvez quand même la reposer, s'il vous plaît. Donc, je vous demande pardon pour ça. Mmh. Oui, ouais, je vois. Oui, le problème, avoir, je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance. Je crois que oui, il faut reconstruire psychologiquement l'homme noir, c'est vrai. Mais je pense que le cas du Congolais est assez particulier. Mais vous savez, je pense aussi qu'on a un problème. Le gros problème que nous avons au Congo, nous avons un problème de modèle. Le problème de modèle, c'est-à-dire que les Congolais n'ont plus de bons modèles. Et même s'il y en a, on ne les regarde pas vraiment parce que nous sommes dans une société où on a les antivaleurs ont pris le dessus sur tout. Ça, c'est le plus grand problème du Congo. C'est-à-dire que c'est quoi le modèle qu'on a aujourd'hui? D'abord, pendant longtemps, c'était les musiciens. Maintenant, les modèles, ce sont les pasteurs et ce sont les politicards. Nous n'avons pas des modèles, un modèle du genre, vous êtes dans une société où on dit, parce qu'ailleurs, on vous dit des modèles, c'est par exemple, on a un prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, un homme d'une très grande intégrité que je connais personnellement. Cet homme est d'une très grande intégrité. Mais il n'est pas le modèle de beaucoup de Congolais. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que nos modèles, c'est des Francis Kalombo. Voilà. Le gars qui se présentait comme le conseiller vestimentaire de Joseph Kabila, qui devient député. Le modèle, c'est des gens qui... C'est Félix. Ouais. Parce que Félix est un modèle aussi. Il est devenu un modèle. C'est-à-dire que tu peux rien faire de ta vie, gueuler comme un fou, te réveiller un matin, devenir président par la volonté d'un autre homme, et puis voilà, et puis tu es là, tu es en costume, et puis c'est beau. Les modèles, c'est des gens qui s'habillent en costume, qui se sentent bien, qui se sentent super. Vous savez, un jour je disais à quelqu'un, vous savez, le seul moment où le Congolais se sent très important, je caricature bien entendu, c'est quand il est très bien habillé. À ce moment-là, comme on dit chez nous, comme un grand prêtre, quand il marche, il se sent important. Ça peut être un idiot, ils peuvent rien avoir dans la tête, là, ils se sentent importants. Il peut manquer de respect à des gens qui ont plus, qui sont peut-être pas bien mieux habillés que lui, mais qui en ont dans la tête. Nos modèles, ce ne sont pas des gens qui en ont dans la tête. Nos modèles, c'est des gens qui savent s'habiller, c'est des gens qui roulent dans des belles voitures. Nos modèles, c'est des femmes qui postent sur Instagram n'importe quoi, avec Nacho Koné, la pointe. Ce sont les modèles des Congolaises et des Congolais. C'est ça la réalité aussi. Nos modèles, c'est des pasteurs qui vous racontent n'importe quoi, qui sont là, bon, qui exposent leur richesse en vous disant comme ça, ben, c'est Dieu qui m'a béni, au lieu de vous dire que c'est vous qui l'enrichissez. Ce sont ces gens-là qui sont les modèles des Congolais. Alors, quand vous arrivez quelque part et vous leur dites qu'il faut avoir un modèle, un homme comme Denis Mukwege, un modèle, c'est des gens, c'est des intellectuels de renom qui font la fierté des Congolais à l'étranger ou même au pays. Des modèles, c'est des gens qui créent des choses. Des modèles, c'est cette fille que j'ai, c'est cette femme, cette compréhension que j'ai vue, qui est, je crois, ingénieure, qui était retournée au pays. C'est ça de modèle.
Mais on ne peut, ces gens-là ne peuvent pas être des modèles. Moi, parfois, je vous dis, je ne me jette pas de fleurs, mais parfois, ça me fait mal de voir que je suis le modèle de beaucoup de jeunes Africains ailleurs. Je vois euh, mes frères du Burkina Faso, mes frères du Cameroun, mes frères de la Côte d'Ivoire. Quand ils me parlent, parfois, je suis au cœur. Mes frères du Rwanda, vous savez, un jour, un écrivain rwandais m'a dit, Patrick, demain, 2 rues du Rwanda porteront votre nom. Ça m'avait vraiment touché. Pas parce que je suis meilleur que tout le monde, non. Mais ça m'avait vraiment touché. Et je me suis dit, on peut toujours espérer. Et il y a des gens au Congo, je sais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens au Congo qui m'écrivent. Oui, vous n'avez pas été même autour de Kabila. Il y a des gens qui m'écrivent des petits messages de soutien. Et ça me fait comprendre que l'homme congolais, on peut encore avoir espoir. Parce que tout ne peut pas être exposé. Il y a des gens qui aiment le Congo qui sont autour de Kabila aussi. Autour de Kabila, il n'y a pas que des sorciers, des gens. Non, il y a aussi des gens qui aiment le Congo. Mais qui se retrouvent dans une situation dans laquelle ils ne peuvent plus s'en sortir. Nous devons avoir des modèles. Nous devons avoir. Moi, mon modèle, quand je travaille comme chercheur, comme enquêteur, un de mes plus grands modèles, c'est Cheikh Anta Diop. Sa rigueur intellectuelle, j'ai toujours dit, cet homme, c'est mon maître à penser. Parce que Diop a travaillé dans les années 50 dans des conditions très difficiles. Il a défié les intellectuels occidentaux chez eux avec les moyens qui étaient les leurs. Cet homme, pour moi, c'est mon modèle, c'est mon maître à penser. Il y a d'autres personnes, bien entendu. Quand je regarde le docteur Mukwege, je suis en admiration. Parce que cet homme-là, je sais, les gens n'ont pas jamais compris pourquoi je l'avais défendu avec force quand les gens l'ont attaqué, parce que je connais l'intégrité de cet homme. Je connais l'intégrité de cet homme. Le docteur Mukwege, il n'y a pas beaucoup en Afrique. L'absence de modèle fait qu'un peuple se retrouve sans repère. Quand un peuple n'a pas de modèle, il n'a plus de repère. Et quand ces modèles sont des voyous, ben, il est normal de craindre le pire pour cette société-là. Pour une société qui fait des voyous ses modèles. Regardez les débats des Congolais, même dans nos médias. Regardez nos médias. Les plus grandes, les meilleures émissions, les plus suivies, ce sont des émissions en fait qui sont normales. Mais chez nous, c'est extraordinaire parce que il n'y a plus rien. C'est pour ça que je préfère encore, je suis des gens, Fabien, de temps en temps, parce que ce sont les seuls qui essaient de faire un travail sérieux. Fabien Kusuanika, qui respecte une certaine éthique journalistique, une certaine déontologie journalistique. Ben, la plupart du temps, c'est des cancres que je vois, et puis je ne les suis même pas. L'intervention de Jeannette Kabila à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que j'en pense? Mais écoutez, Jeannette Kabila a dit ce qu'elle avait à dire. Je pense que c'est aux Congolais de tirer les conclusions qui s'imposent. Parce qu'elle nous a quand même dit clairement qu'elle a travaillé en Tanzanie, hein, au service, je ne sais pas quel service, là, en Tanzanie. Et je crois que ceux qui avaient l'habitude de douter de ce que nous disions depuis s'en servis. Maintenant, si elle le dit, si elle monte sur elle peut se le permettre, c'est parce que elle sait qui est en face d'elle. Vous devez savoir que les gens vont se comporter à votre égard en fonction de ce que vous projetez de vous-même. On va vous respecter si vous vous respectez. Si vous jouez les imbéciles, on va vous traiter comme un imbécile. C'est aussi simple que ça. Si Joseph Kabila se permet de traiter les Congolais comme il le fait, et avec raison, moi je dis avec raison, c'est parce que les Congolais se comportent comme des imbéciles. En 2007, en 2009, il a dit, je n'ai pas 15 personnes autour de moi sur qui je peux compter. Moi, si j'étais autour de Joseph, je démissionnais. Question de dignité. En 2016, il a dit, je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. C'était un tollé. Mais en réalité, quand on regarde ça froidement, dans sa perspective à lui, on peut comprendre. Moi, je ne suis pas là pour demander à Joseph d'arranger le Congo. Je pense qu'il n'était pas là pour ça. Et quand il se comporte comme il le fait, on ne peut pas le lui reprocher. Regardons-nous en face. Regardons-nous en face.
Euh, c'est quoi la nouvelle option de développement sur le plan politique, économique et culturel? Je pense que le développement est une affaire d'hommes et il faut reconstruire l'homme congolais. L'homme congolais doit se réconcilier avec lui-même, spirituellement, culturellement, intellectuellement. Et c'est seulement quand ces trois points seront réunis qu'il pourra politiquement et économiquement penser son développement à travers un paradigme qui est le sien et non qui est copié. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si on ne fait pas ça, on n'avancera pas. On va faire du copier-coller. Et ça n'aidera pas notre pays. Euh, des gens qui rentrent pour soutenir. Oui, moi je dis ceci. Les gens qui sont rentrés, vous savez, l'état dans lequel se trouve le Congo, si on veut soutenir le Congo, si on veut aider le Congo, ceux qui sont dans la diaspora, si on rentre, on doit accepter de peut-être recevoir des salaires de misère qui ne reflètent pas ce que nous gagnons ici en Occident. Parce que la situation est catastrophique. Ce pays a un budget de 4 milliards de dollars. Il doit payer les fonctionnaires, il doit payer les gens, il doit payer l'armée, il faut assurer le fonctionnement de l'État. On ne pourra pas payer des 10 000 dollars par mois à des gens, des 5 000 dollars par mois. Et même le député devrait réduire leur salaire. Si on aime ce pays-là, on va se sacrifier pour ce pays. On va accepter l'effort personnel pour que le pays euh, retrouve une place importante dans les concerts des nations. Et après, nous pourrons jouir maintenant de ce développement-là. Je ne crois pas, dans les conditions actuelles, qu'on peut rentrer là-bas, chercher à avoir des salaires mirobolants alors que le pays va mal. Nous allons là-bas, nous retournons pour exploiter notre pays. Nous exploitons notre pays comme les prédateurs, mais à des degrés peut-être différents, mais nous rentrons pour exploiter notre propre pays, pas pour le servir. La preuve en est que depuis qu'ils sont là, comment on peut avoir 100 conseillers à la présidence? Comment peut-on avoir 65 ministres? Et vous pensez qu'avec ça, on peut développer ce pays-là? Non, c'est pas sérieux. Euh, euh, tu parles, jamais tu donnes des pistes de solutions, mais c'est de ça que je parle. La question des pistes de solutions, ça m'a toujours un peu dérangé parce que les gens sont un peu l'infantilisation intellectuelle. Les Congolais sont trop infantilisés à tous les niveaux. Euh, Quand je vous parle des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est pour que chacun dans le domaine qui est le sien puisse tirer des conclusions qui s'imposent. Moi, je suis dans l'arène géopolitique, des questions de stratégie et tout ça. Je ne suis pas économiste aujourd'hui pour m'improviser économiste. Je n'ai pas l'habitude de m'improviser dans des domaines qui ne sont pas les miens. Par contre, je sais que j'ai un modèle de développement économique que je prône, qui est un modèle qui n'est pas calqué sur le modèle de développement occidental. Ça, c'est sûr et certain. Je pars d'un paradigme africain pour trouver des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Alors, si je vous dis, et j'ai l'habitude de donner cet exemple-là, même dans mes conférences, si nous sommes dans une salle qui a une porte à gauche et une fenêtre à droite, et je vous dis, chers amis, nous qui sommes dans cette salle, vous devriez savoir que derrière cette porte, il y a 3 lions affamés. Je vous informe que nous avons 3 lions affamés derrière la porte. Vous faites quoi? Vous me demandez qu'est-ce qu'on fait ou vous allez instinctivement penser à sortir par l'autre fenêtre pour vous enfouir. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Je nous invite à réfléchir à nos problématiques. Nous, on fait un travail pour essayer de comprendre les sources du mal, les causes du problème, et ensemble, nous devons penser à des pistes de solutions dans différents domaines. Si moi, sur le plan stratégique, je peux proposer, je m'attends à ce que des sociologues, par exemple, vous expliquent, mais Patrick, par rapport à ce que vous expliquez, voilà ce qu'on peut faire dans tel domaine. Au lieu de me demander des pistes de solutions, parce que je peux vous donner une piste de solution aujourd'hui, mais si la problématique évolue, vous seriez obligé de me reposer la même question. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas vous donner du poisson. Moi, je préfère vous apprendre à pêcher. Je veux vous apprendre à pêcher peut-être les ndaka, là, mais je sais qu'avec cette technique, plus tard, vous allez peut-être le peaufiner pour arriver peut-être à pêcher un jour le malangua. C'est ça qui est plus important. Le système éducatif, où devons-nous les efforts de ce côté? Oui, le système éducatif, euh, moi je pense qu'il faut déjà changer le, 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 le modèle éducatif que nous l'avons hérité des anciens colons. Nous n'avons pas à tout jeter, non, on ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain. Nous allons,
Je pense qu'il faut que des experts s'asseyent, de plusieurs domaines s'asseyent, examinent ce que nous avons comme modèle éducatif, donc, prendre ce qu'il faut prendre et rejeter ce qu'il faut rejeter. Nous devons mettre à jour notre modèle éducatif, le cadre académique, ce que nous apprenons à nos enfants dans tous les domaines de la vie. L'économie n'est pas une science, je l'ai toujours dit, c'est une idéologie. L'économie, on la pense. Le modèle politique aussi, il faut le penser. Et pour cela, il faut que les gens se mettent ensemble et commencent à étudier. Il y a quelqu'un qui a parlé du modèle Castro. Oui, on peut regarder ça sans tout prendre, sans tout laisser. On peut examiner, on peut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Mais il faut que le travail de réflexion soit fait. Parce qu'au Congo et en Afrique en général, on n'aime pas la réflexion. On pense qu'on peut trouver des solutions à des problématiques comme ça, en sautant, en faisant des incantations, en disant nous allons nous battre. Non. Les Occidentaux font beaucoup de travaux avant de mettre en branle des stratégies. Ici, la recherche, elle est permanente. En Afrique, elle n'a même pas encore commencé. Parfois, je me demande comment les professeurs d'université dans ce pays font. Parce que je regarde, bon, chez moi, j'ai près de ma bibliothèque compte peut-être 1200 ou 1250 bouquins. Dans les universités, nous avons des millions de bouquins. Nous avons ici la Bibliothèque nationale qui compte plus de 7 millions je crois, de documents. Je me dis, au Congo, maintenant, il n'y a pas de bibliothèque. Comment les gens font pour faire de la recherche? Et avec cet Internet qu'on a là, et puis, tout n'est pas sur Internet. Comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut penser à tout ça. Pour devenir puissant, il faut commencer par penser les stratégies qui vont nous permettre de devenir ce que nous voulons devenir. Tant qu'on ne va pas penser à ces stratégies-là, ça ne va pas marcher. Et quand on pense à des stratégies, on les étudie, on fait un travail de fond, un travail de recherche dans tous les domaines. Pendant aujourd'hui que les Africains, par exemple, discutent sur le franc CFA, les autres parlent de l'intelligence artificielle. Pendant qu'on discute sur il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse une monnaie, les autres sont qu'on fait, je ne sais pas de faire, je ne sais pas quoi, ils sont à un autre niveau. Toutes ces questions, monnaie, tout ce que nous voulons, elles sont essentielles. Mais quand on a une vision claire, ces questions deviennent secondaires parce qu'elles vont être traitées tout naturellement. Voilà. Effectivement, le prophète Ageka Lombo, que je salue, que je connais, voilà des hommes de Dieu qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Des hommes de Dieu qui sont des exemples. Je le connais, le prophète Ageka Lombo, qui dit les 15 millions peuvent permettre de construire 1000 écoles. Non réflexionner 2 ou 3. C'est vrai. Voilà des hommes de Dieu que moi, je félicite. Vous voyez? Ils ne regardent pas les affaires du pays comme ça en se disant, bon, amen simplement. Ils dénoncent d'abord une situation. Et ils disent, cet argent-là peut servir à construire des écoles. C'est ce qu'on attend des hommes de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Le modèle, la destruction de nos modèles a commencé quand? Je pense que la destruction du modèle a commencé, je dirais, déjà à l'époque de la Deuxième République sous le président Mobutu, vers la fin. On a commencé à assister à une forme de déchéance. Ça s'est arrêté un tout petit peu à l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui avait quand même une vision, quoique discutable, assez acceptable. Mais avec l'ère Joseph, tout s'est accéléré. Et c'est normal. Quand vous voulez détruire un pays, vous commencez par détruire les têtes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi leur coup. Et ceux qui sont là ne travaillent pas pour réconcilier le Congolais avec lui-même. Pour reconstruire l'homme congolais, il est impossible. Si Félix veut réussir, il doit s'entourer des gens qui ont de la matière. Il y a une autre question, parce que là, vous savez, j'ai peur d'appuyer un truc et puis ça va éteindre parce que je ne connais tellement pas bien ce truc-là. Mais écoutez, oui, je crois, oui, c'est vrai. Le journaliste Fabien Kissonika, je pense que oui, c'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Il essaie de faire de son travail du mieux qu'il peut, je crois. Comment peux-tu aider le Congo? Comment moi je peux aider le Congo à sortir de cette situation? Je pense que j'essaie du mieux que je peux avec les moyens qui sont les miens. Je produis des ouvrages qui aident. Et je peux vous dire une chose, les gens ne le savent peut-être pas. Vous savez, parfois quand on écrit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que nous écrivons tout pour tout le monde. Parfois nous écrivons parce que nous adressons à des gens.
et qui, quand ils lisent ce que nous écrivons, réagissent. Et ça nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Il y a des postes, le commun mortel qui lit, qui peut lire un poste que je fais, va dire, bon, il a écrit un poste. Mais les tenants du pouvoir qui me lisent, les gens de Félix, les gens de Lamouka, même les gens de Kabila qui me lisent souvent, parfois ils réagissent, mais loin de regards indiscrets. J'ai des messages, j'ai des gens qui me contactent pour me dire, mais Patrick, là, vous avez dit ça, il y a telle chose qui manquait, il y a telle chose qui s'est passée, ou bien il y a ça, c'est pas nécessairement ça, ben, je suis pas d'accord avec vous. Et puis on en débat, et puis ils m'expliquent pourquoi. Des gens qui sont au cœur du système. Parce que ce ne sont pas mes ennemis. Je n'ai pas d'ennemis en RDC. J'ai des gens que je considère comme des adversaires sur le plan idéologique. Des adversaires parce qu'ils font des choses que je trouve pas correctes pour les Congolais, pour leur pays. Voilà. Donc j'essaie de contribuer avec les moyens qui sont les miens. Et sachez surtout une chose. Si je passe un message à Félix, ce n'est pas sur Facebook que je vais l'écrire. Comprenne qui pourra. Avons-nous au Congo des intellectuels pour sortir le Congolais de l'ignorance? Au Congo, nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels, nous avons beaucoup de diplômés. Oui, nous en avons. Nous avons beaucoup de diplômés. Tous ces gens que vous appelez intellectuels ne sont pas des intellectuels, ce sont des diplômés. Et quand je vous parlais de modèle, c'est ça qui est important. Vous savez, il y a des gens au Congo, pour comprendre que ce pays est vraiment par terre. À un moment, on me parlait je vais revenir sur la question, ce que je pense d'Abdel Achour et tout ça. À un moment donné, on parlait un jour, on me dit, ah, mais il y a telle personne, c'est vraiment un intellectuel, c'est un député. Un certain Délice Sanga me dit, bon, c'est un député, c'est un intellectuel. Et moi, j'écoutais. Et je lui dis, peut-être que c'est vrai, je vais l'écouter, puis je vais lire. Pardon. Je le lis, je l'écoute. D'abord, il y a absence totale de fond. Celui qui avait dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Je lis, on me dit, bon, il a participé, je sais pas, à l'écriture de pas la Constitution, mais le code électoral, je sais pas quoi. Je le parcours, je vois que c'est un copier-coller de ce qui se fait du code français. Je me dis, bon, c'est ça qu'on appelle intellectuel. Un intellectuel, ça produit de la pensée. Un intellectuel, c'est le travail permanent de l'esprit. Nous n'en avons pas beaucoup. Nous avons beaucoup de diplômés, des gens qui ont des grands diplômes, des universitaires de renom, mais qui ont mis parfois leur intelligence au service du mal. On n'en a pas beaucoup d'intellectuels au Congo. Ce que je pense d'Achour, bon, moi je vais prendre ça de manière globale. Ce que je pense en fait des étrangers qui sont payés. Ces gens-là sont là parce qu'on leur a permis. Ils sont là par la volonté des élites congolaises, des dirigeants congolais. Ils se permettent de faire ce qu'ils font au Congo à cause du soutien qu'ils reçoivent des autorités congolaises. Donc c'est aux Congolais, c'est aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités. Moi, je ne suis pas là pour les condamner. Moi, je ne vais pas condamner des Libanais ou des gens, des Indiens qui font n'importe quoi. Je peux nous condamner, je peux condamner nos autorités de ne pas faire ce qu'ils doivent faire pour préserver la dignité et le respect de l'homme congolais. Voilà. Et puis, je vais prendre deux dernières questions. Quand un peuple a une éducation approximative, bah, c'est ce que ça donne. Les gens ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. Pourtant, les nations occidentales se sont construites grâce à des patriotes. Exactement. Écoutez, toutes les grandes nations se sont construites par des sacrifices. Mais les gens vont faire des sacrifices s'ils ont des modèles. Regardez les Français. Toutes les obédiences politiques confondues, la plupart du temps, vont faire appel à Charles de Gaulle. Les Américains font appel au père des indépendances. Les Latino-Américains font appel à Simon Bolivar. Beaucoup d'Africains font appel à qui? À Thomas Sankara. Même aujourd'hui, à Muammar Kadhafi. Leurs luttes servent de boussole à des générations, à des gens. Au Congo, nous faisons appel à qui? À Lumumba, beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Ils mettent son effigie sans savoir, sans connaître son combat, sans l'avoir étudié. Nous n'avons pas de modèle. Et quand un peuple n'a pas de modèle, ça donne ce que nous avons. Ça donne des abrutis, ça donne des gens qui se magnifient dans l'accoutrement, dans l'habillement, dans la sape. Quand on a passé, vous savez, un gars du Congo-Brazza, un frère du Congo-Brazza, Norba, je ne sais pas, qui passait dans les chaînes françaises, et je voyais des gens qui s'en vantaient, qui disaient Norba, je disais, voilà ce que les autres présentent, voilà le modèle que
les médias français mettent de l'avant pour dire voilà comment les Congolais sont. Ça ressemble à ça, c'est caricatural. Vous ne comprenez pas ça, et comme des imbéciles, vous acclamez, ça amuse la galerie, mais ça permet aux autres populations de vous regarder avec condescendance et de se comporter avec condescendance quand ils sont devant vous. C'est parce que vos modèles sont des voyous et que vous vous comportez comme des voyous que les autres, eux, n'ont pas froid aux yeux pour vous traiter comme de moins que rien. C'est aussi simple que ça. C'est une question de modèle. Donc tout ce que j'ai dit, en fait, ça nous ramène à ça. Le modèle intellectuel, de penser le monde autrement à travers un paradigme africain, le modèle spirituel, de s'en remettre à la spiritualité africaine. On peut être chrétien et s'en remettre à la spiritualité africaine. On peut être musulman et ne pas cracher sur la spiritualité africaine. Le mot là, sur le plan culturel, de savoir que ce qui est vous, ce qui fait l'être que vous êtes, on ne crache pas dessus. Nous avons nos tares, nous avons nos défauts, nous avons aussi nos qualités, mais nous avons surtout une âme, et notre âme réside dans notre culture. Mais quand nous le prenons, nous crachons dessus, nous ne savons rien, et nous copions ce qui vient de l'étranger avec toutes les dérives que cela emmène, ça donne ce que nous sommes. Réconcilions-nous avec nous-mêmes avant de penser à construire ce pays. Parce qu'un pays ne se construit pas de lui-même, ce sont des hommes qui le construisent. Et ce message, je l'adresse aussi bien aux Congolais qu'aux Camerounais, qu'aux Ivoiriens, qu'aux Burkinabés, aux Rwandais et à tout le reste. Et pour finir, j'adresse mes pensées à nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud, qu'ils soient Camerounais, Nigérians, Congolais. En tout cas, que le Très-Haut soit avec vous. Nous espérons que nos frères d'Afrique du Sud vont comprendre que s'attaquer à d'autres Africains ne mènera à rien. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes parce que les oppressions ne sont pas loin. Ils nous regardent nous entretuer, se rire en coin en se disant « le nègre ne changera jamais ». Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. L'Afrique n'est pas condamnée à la servitude. Les Africains ne sont pas condamnés à la médiocrité. Un peu de volonté et nous pourrons changer les choses. Sur ce, je vous remercie et bon dimanche à tout un chacun.